Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un déchirement familial. Le 1er septembre 2015, un garde forestier découvre le corps partiellement carbonisé d'un homme dans les environs de Nîmes. Il s'agit du cadavre de Badré Fakir, un boulanger disparu depuis 3 jours. Alors, que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix d'Hanan et Sarah Fakir, les sœurs de Badré Fakir, de Lila, son employeuse au moment des faits, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Nîmes, ce 2 septembre 2015, aurait dû être une journée ordinaire pour la famille Fakir. Michael, 25 ans, et sa tante sont tranquillement installés devant leur poste de télévision. Et l'une des informations à la une du journal régional va complètement bouleverser leur vie. L'enquête démarre après la découverte hier d'un corps partiellement brûlé. Et là, je sais pas. J'ai mon estomac qui se retourne. Alors que la présentatrice relate un terrible fait divers, la jeune femme est envahie par un terrifiant pressentiment. C'est ici, sous ce tunnel ferroviaire, qu'un corps d'homme en grande partie carbonisé a été découvert par un technicien environnemental. Et je regarde Michael et je lui pose la question, je lui dis « Depuis quand t'as pas de nouvelles de ton père ?» Et il prend son téléphone et il me dit « Je sais pas, ma mère vient de m'envoyer un texto, elle est inquiète, ça fait 3 jours qu'il répond pas. » Et là, j'ai compris. Hanan vient de comprendre que le corps retrouvé sous le tunnel de Nîmes est celui de son frère. Mais il y a peut-être pire, et elle l'ignore encore. Son neveu, celui qui est assis à côté d'elle sur le canapé, pourrait être impliqué dans cet horrible drame. Nous sommes au nord de Nîmes, là où la garrigue s'étend à perte de vue. Un îlot d'une nature sauvage que seule une ancienne voie ferrée traverse. C'est ici, le 1er septembre 2015, au petit matin, qu'un garde forestier va faire une découverte pour le moins terrifiante. Il va découvrir une forme humaine, pour grande partie carbonisée. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? En l'état, on ne peut pas se positionner. Les hommes de la police judiciaire de Nîmes, dépêchés sur les lieux, sont face à une énigme. Car le cadavre, ou plutôt ce qu'il en reste, est entièrement dénudé. Mais qui est l'inconnu du tunnel de l'ancienne voie ferrée? Pour tenter de mettre rapidement un nom sur ce cadavre, les policiers alertent les médias locaux. Presse et télévision relatent sans relâche des appels à témoins. Toute personne qui n'aurait pas de nouvelles d'un proche est priée de se manifester auprès des services de l'antenne nîmoise du SRPJ. Et très vite, en cette fin d'été, la nouvelle va se répandre dans toute la ville de Nîmes. Et elle va susciter un émoi tout particulier dans la cité Pisevin. Le tunnel ferroviaire qui marque la voie, mais nous sommes encore sur le secteur nîmois, et qui aurait vu le comportement suspect d'individus. Dans cette cité Pisevin, où les bruits vont très vite, en plus on est le jour du marché, donc on ne parle que de ce corps que l'on a retrouvé dans la garrigue. Et une rumeur court. L'inconnu du tunnel de l'ancienne voie ferrée ne serait-il pas Badré, le boulanger de la cité? Il faut dire que depuis 3 jours, sa patronne est sans nouvelles de lui. On ne voyait pas, on trouvait ça bizarre. C'est là qu'on s'est inquiété. Le téléphone sonnait. Non, ça répondait pas du tout, non. Derrière les fenêtres de leur appartement, les 2 sœurs du boulanger sont rongées par l'inquiétude. Parce que moi, je sais que j'habitais pas loin de la boulangerie, parce que je le voyais 12 fois par jour passer devant chez moi, parce que
Parce qu'il disparaissait pas, parce qu'il a jamais disparu, parce qu'il est tout le temps là. Alors, pour en avoir le cœur net, les sœurs du boulanger décident de contacter la police. J'appelle le commissariat et je leur demande s'ils savent si mon frère il est dans un hôpital ou en garde à vue. Et là, le monsieur me demande pourquoi je suis dans cet état. Et je lui explique, je lui dis que mon frère il a disparu depuis 3 jours. Et qu'on a découvert un corps et que je suis sûre que c'est lui. Et c'est à ce moment-là qu'en fait on entend Hanan hurler. Et elle nous dit c'est Badré qu'ils ont retrouvé, c'est Badré. On dit mais arrête, qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit venez tout de suite au commissariat et tout ça. Elle commençait à paniquer, à hurler, on disait arrête de dire n'importe quoi, tu es folle, arrête. Moins d'une demi-heure plus tard, dans les locaux de la PJ de Nîmes, les 2 sœurs de Badré vont avoir sous leurs yeux la preuve que le cadavre du tunnel est bien celui de leur grand frère. Là, il y a le chef de la PJ qui vient et qui me dit que c'est à 99,9% sûr que c'est mon frère, vu la corpulence. Et il me montre la montre de mon frère. Et confirmation. Pour les proches de Badré Fakir, la descente aux enfers ne fait que commencer. Et c'est l'autopsie qui va apporter maintenant les éléments déterminants pour l'enquête. À l'Institut médico-légal de Nîmes, l'examen du corps carbonisé permet d'affirmer que Badré n'a pas été brûlé vif. Le fait qu'il n'y ait pas de suie dans la trachée et dans les bronches prouve que la personne était morte avant qu'on mette le feu à son corps. Selon le médecin légiste, le boulanger aurait en fait été poignardé. Il y a au moins 6 plaies effectivement faites par un couteau, 4 à l'abdomen, une au torse et une à la trachée. L'expertise médico-légale et les relevés réalisés sur la scène de crime par la police scientifique vont donner aux enquêteurs une information capitale. Sous le tunnel, il n'y a aucune trace de sang, donc Badré n'a pas été tué à cet endroit. Il y a cette voûte du tunnel qui est recouverte de suie, ce qui veut dire que très probablement le corps a été brûlé sur place. Le ou les assassins, après avoir poignardé la victime en un lieu encore inconnu, auraient donc transporté son corps jusqu'au tunnel de l'ancienne voie ferrée pour y mettre le feu. Un scénario qui rappelle aux enquêteurs un mode opératoire bien connu dans la région. Ici dans la région, on a une mafia qui est assez étendue, avec des gens très dangereux. On se retrouve très souvent avec des corps carbonisés. Tous les règlements de compte finissent comme ça, c'est-à-dire qu'on tue et on brûle le corps de la victime pour retarder au maximum l'identification. Tout porte donc à croire que le boulanger aurait été exécuté pour une sombre histoire de trafic de drogue. Une hypothèse qui va rapidement être confirmée par un mystérieux corbeau. Quelques jours seulement après la découverte du corps de Badré Fakir, les policiers reçoivent une lettre. Et son contenu est accablant pour la victime. Un courrier anonyme confirme en réalité que Badré a été liquidé par des gens à qui il devait de l'argent, ou plus précisément des gens à qui il avait carotté, pour reprendre l'expression employée, carotté une cargaison de stupes. Et c'est courant, en matière de stupes, les carottes sont fréquentes, mais les règlements de compte aussi. Badré Fakir aurait-il été assassiné parce qu'il avait extorqué des trafiquants de drogue? La piste semble sérieuse, d'autant que le boulanger est bien connu des services de police. Notamment
connu pour une petite escroquerie sur des voitures qui rachetaient à bas prix, qui revendaient un peu plus cher après les avoir passablement trafiquées. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est connu, qui est un peu fort en gueule. C'est un personnage avec une grosse stature, quelqu'un d'assez imposant. C'est ce que j'appellerais un petit délinquant, un touche-à-tout. Il est connu pour des affaires de vol, des affaires d'escroquerie, des affaires de vol de voiture, une affaire de port d'armes. En tout, il a une dizaine d'affaires, enfin en tout cas 7 condamnations. Alors pour la justice, aucun doute, Badré a été victime d'un règlement de compte. Quelques jours seulement après la découverte du corps, le meurtre de l'inconnu de l'ancienne voie ferrée semble donc résolu. Mais vous allez le voir, cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Et les rebondissements vont se multiplier. Voici Badré Fakir, 2 ans avant sa mort. L'homme que l'on voit ici n'a pas vraiment l'air d'un caïd. Même si son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Il n'est pas dans le grand banditisme. Pourquoi est-ce que ce serait un règlement de compte? Qui c'est qui voudrait lui régler son compte? Je veux dire, il n'est peut-être pas toujours honnête avec le fisc, mais c'est pas non plus un grand criminel. Le boulanger a quitté l'école très tôt. Alors pour s'en sortir, l'homme n'aurait pas eu d'autre choix que de tremper dans quelques combines. C'est en tout cas ce que racontent ses sœurs. Il a commencé à être dehors et à rester, se faire des connaissances dehors, dans la rue. Et voilà, il a commencé avec les mobylettes. En réparant les mobylettes cassées, il arrivait à les revendre et à faire un petit peu d'argent. Et au fur et à mesure, c'est quelque chose qui a grossi, c'est devenu des voitures. Et voilà, il s'est débrouillé comme ça, avec ce qu'il pouvait, ce qu'il savait faire. Certes, il ne le déclarait pas, mais bon, en même temps, dans le quartier, je crois, tout le monde faisait un peu ça, quoi. Il est devenu quelque part le vendeur officiel d'animes, de voitures, de bonnes voitures à des prix intéressants, sur lesquels il arrivait à quand même faire des belles marges. Il était fier que grâce aux voitures et à son petit commerce, il a réussi à se faire une belle vie, quoi, et à donner une belle vie à sa femme et ses enfants. Avec Katharina, sa compagne, qui est assistante maternelle, Badré est à la tête d'une famille nombreuse. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. 2 que l'on voit sur cette photo. Michael, l'aîné, âgé de 25 ans. Et à gauche, son frère cadet, Jordan, 19 ans. Badré est également le père de 2 autres enfants, encore en bas âge. Les affaires sont florissantes pour Badré. En 2010, il quitte la cité avec toute sa famille et s'installe dans cette belle villa avec piscine, à 15 minutes de son ancien quartier. Ils ont décidé de partir du quartier et du coup, ils ont acheté leur maison à Millau. Il était super content parce qu'on a toujours vécu en appartement et que quelque part, ils évoluent, quoi. Ils ont acheté leur maison, ils se sont installés, ils étaient bien et ils ont eu leur petite fille. Alors qu'ils avaient 3 garçons. En fait, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, quoi. Une grande famille, une belle maison, et depuis quelques années, un métier stable à la boulangerie. À 44 ans, Badré semblait donc s'être rangé. Ce n'est pas un violent, c'est un père de famille qui tente effectivement de pouvoir avoir de l'argent pour nourrir sa famille, mais qui ne s'est pas mis dans une situation qui puisse justifier un assassinat. Sa mort, elle était trop bizarre, c'était trop... Les éléments, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il avait une femme, il avait des gosses, tout ce qu'il avait construit, il y tenait, il n'aurait pas été prendre le risque. Et ça, les sœurs en sont persuadées, donc il faut chercher ailleurs. Les sœurs de la victime en sont convaincues. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. La thèse selon laquelle leur frère avait un contrat sur sa tête ne tient pas. Et c'est en se replongeant dans la lecture du rapport d'autopsie que les sœurs de Badré remarquent un élément que personne n'avait relevé. Avant d'être assassiné, leur frère a été drogué avec un puissant somnifère, le zolpidem. Le boulanger aurait donc été endormi.
Définitivement, cela ne colle pas avec la thèse du règlement de compte. C'était pas logique. Il n'y avait rien de logique dans cette histoire. Donc les deux sœurs vont se transformer en détectives, en auxiliaires de police. Elles vont mener leur propre enquête en fait. Donc on essaye de retracer toutes ces dernières heures, ces dernières journées pour savoir à quel moment il a disparu, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas. On allait voir tous les gens qui côtoyaient. On allait voir la boulangère, on allait voir la famille, on allait voir des amis. On a posé des questions un peu à tout le monde. Qui l'a vu pour la dernière fois? Où il était la dernière fois? Avec qui? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi? Et on a tenu un cahier. On a tenu un cahier et on notait. Les sœurs, Hanan et Sarah, vont reconstituer heure par heure l'emploi du temps de leur frère avant sa mort. Et la première personne qu'elles vont questionner, c'est Katharina, la compagne de Badré. Elle leur raconte que la dernière fois qu'elle a vu son compagnon, c'était le dimanche 30 août, soit 48 heures avant qu'on ne découvre son corps. Katharina donc nous dit qu'il est rentré, qu'il nous précise qu'il est rentré, qu'il a mangé là-bas, qu'il est resté, mais sans rentrer dans les détails. En fait, Katharina raconte que ce dimanche-là, toute la famille s'est retrouvée autour d'un barbecue. L'ambiance était festive, dit-elle, comme en témoignent les photographies prises ce jour-là. On voyait bien Badré qui faisait les grillades, on voit qu'il joue avec ses enfants, on voit qu'il arrose sa pelouse et qu'il arrose sa fille, son fils. Tout va bien, quoi. Katharina raconte ensuite que Badré s'est absenté en début de soirée vers 20h ou 21h. Elle ne se souvient plus. Elle dit que ses enfants étaient très très fatigués, qu'elle va de suite les mettre au lit. Et qu'elle s'endort avec son fils en le mettant au lit et que elle sait pas. Elle sait pas comment il est parti, elle sait pas quand est-ce qu'il est parti, elle sait pas. Ou sans lui en dire plus, il lui a juste dit qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un qui venait le chercher devant son domicile. Alors, où et avec qui Badré avait-il rendez-vous ce soir-là? Impossible de le savoir, car ses deux sœurs perdent sa trace le dimanche soir, après qu'il a quitté la villa familiale. Donc on sait qu'elle l'a vu dimanche, et après on n'a plus de nouvelles. Après on n'arrive plus à retrouver de traces de lui. Katharina serait donc la dernière personne à avoir vu Badré vivant. Mais très vite, Hanan et Sarah vont être intriguées par le comportement de leur belle-sœur. Elle était différente, elle était... Je sais pas, je la reconnaissais pas. C'était pas la Katharina que je connaissais depuis 30 ans. En fait, Katharina n'a pas l'attitude d'une veuve éplorée. C'est cela qui intrigue les sœurs du boulanger. Et ce n'est pas tout. Les deux fils aînés, Jordan et Michael, ne semblent pas être affectés non plus par la mort de leur père. Michael et Jordan, les deux aînés de Badré, n'ont pas l'air bouleversés par la mort de leur père. Ils continuent leur projet, ils continuent comme si de rien n'était. Petit à petit, leur attitude commence à intriguer les deux sœurs. Le comportement vis-à-vis de l'argent, il était choquant. Au lendemain de sa mort, il nous a été réclamé en urgence l'acte de décès pour pouvoir le produire à l'établissement de crédit de la maison. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des entrées d'argent qui n'allaient plus intervenir, mais il y avait surtout le crédit immobilier qui allait être pris en charge en totalité, du fait du décès de M. Badr Fakir. Son père, il venait de mourir, on était en plein, on n'avait même pas encore enterré, et ils étaient en train d'avoir déjà des projets. Ils visitaient des locaux pour ouvrir un commerce de vêtements. Donc Michael, son épouse qui visitait des commerces pour ouvrir un fleuriste. Ça a commencé à parler de faire des travaux dans la maison, notamment un premier étage. Ils se comportaient comme des nouveaux riches. Donc on s'est dit, c'est quoi ton père, il vient de mourir. Alors, une question va obséder les deux sœurs. Et si Katharina et ses deux fils aînés étaient impliqués dans la mort de Badré? Il y a des moments où on était persuadés que c'était eux. On était sûrs de nous. Et il y a eu des moments où on arrivait à se dire mais c'est pas possible, on part dans un délire bizarre. C'est notre famille, c'est pas possible. On leur fait confiance, c'est pas possible, c'était leur père.
On se persuadait nous-mêmes que non. Quand on les voyait pleurer, on disait mais non, en fait on dit n'importe quoi. Et puis au fond de nous, on voulait pas y croire. On voulait pas parce que pour nous c'était pas possible. Il y a beaucoup d'amour dans cette famille, mais à chaque fois vous avez une petite voix qui vous dit mais ça peut être qui d'autre? Ça peut être qui d'autre? Le 11 septembre 2015, des centaines de personnes ont fait le déplacement pour assister aux funérailles de Badré Fakir. Mais pour les sœurs du défunt, l'heure n'est pas au recueillement. Elles n'ont qu'une chose en tête, scruter les moindres faits et gestes de Katharina, la compagne, et de Jordan et Michael, les deux fils aînés. Donc, je me suis aperçue qu'il y avait du monde, tout ça, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup. Mais c'est vrai que nous, on n'était pas trop dans l'enterrement, on n'était pas ni à regarder les gens, ni même à regarder Badré et le cercueil descendre. On n'était pas là-dessus, nous on regardait eux. On était tellement occupés à les regarder et à décrypter leur comportement. Et on n'arrêtait pas de se demander est-ce qu'on est fou, est-ce que c'est eux les monstres, est-ce qu'on est fou, est-ce que c'est eux les monstres. Elle est où la vérité? Justement, la vérité, quelqu'un l'a peut-être à portée de main. Cette personne providentielle, c'est une voisine de la famille. Elles vont discuter avec le voisinage qui est venu voir la famille et effectivement une dame va lui expliquer, la voisine de Badr Fakir va lui dire, vous savez, moi j'ai des caméras. Et ce que les deux sœurs s'apprêtent à découvrir sur les vidéos de surveillance va s'avérer capital pour la suite de l'enquête. La voisine rencontrée à l'enterrement habite juste en face de la villa de la famille Fakir. Hanan et Sarah sont revenus avec nous dans la rue où vivait leur frère. Les deux caméras sont toujours là. Elles offrent une vue imprenable sur la maison familiale. Il y en a une là et une là-bas au bout de la maison. Et il y a notamment une caméra qui donne sur l'entrée du pavillon des Fakirs. Coup de chance, les images enregistrées 15 jours plus tôt n'ont pas encore été effacées. Donc en fait on est retourné au 30 août, au dimanche. Enfin, on a vu tout ce qui s'était passé du dimanche, le lundi, jusqu'au mardi matin on a regardé. Sur les premières images que les sœurs visionnent, Badré est bien dans son jardin, comme Katharina l'avait raconté. Seulement la suite de l'enregistrement ne correspond absolument pas à ce que leur belle-sœur a prétendu. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Castro. Dans la seconde partie de cet épisode, vous allez découvrir comment les sœurs de la victime vont mener leur propre enquête. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Castro, vous allez voir comment les sœurs de la victime vont mener leur propre enquête. Avec moi, vous entendrez les voix d'Hanan et Sarah Fakir, les sœurs de Badré Fakir, de Lila, son employeuse au moment des faits, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Et là, il n'y a plus personne qui sort. Katharina ne sort pas, Badré ne ressort jamais. Il ne sort pas. On ne le voit pas sortir la maison, on ne le voit pas quitter son domicile dans la journée du 30 et ni après. Donc déjà, ces premiers éléments vont à l'encontre de toutes les déclarations qui ont été faites jusqu'à présent. Katharina aurait donc menti en disant que ce dimanche-là, Badré était brusquement parti en début de soirée. Mais le pire reste à venir, car en visionnant les images filmées la nuit suivante, les deux sœurs vont découvrir ce que Katharina voulait cacher. Je crois minuit 50. On voit Michael qui arrive, le portail s'ouvre et Michael rentre. L'image, elle est pas très claire, tout ça. On voit
On voit pas très bien, on voit pas nettement Mickaël, Jordan. Nous, on les voit parce que on connaît leur démarche. On sait que Mickaël, à chaque fois, il marche comme ça, il sautille avant de monter dans sa voiture. Jordan, il marche comme un bourrin. C'est la maison de notre frère, tu vois, il y a pas 30 000 personnes qui vivent dedans et on arrive à reconnaître par rapport à leur façon de faire. Malgré la piètre qualité des images, Sarah et Hanan devinent que l'impensable semble se jouer sous leurs yeux. Et en fait, ils sont en train de manœuvrer pour la tourner comme ça, pour mettre le cul de la voiture à l'entrée. Et on voit le coffre s'ouvrir, mais on voit un peu mal. Quand on fait rentrer un véhicule comme ça en marche arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de lourd à charger. Si c'est pour repartir avec un cartable, on laisse la voiture dehors et on va à pied jusqu'à la voiture. Donc là, c'est vraiment soit qu'ils ne voulaient pas qu'on voit ce qu'ils transportaient, soit que c'était lourd. Et peut-être que c'était les deux. On voit du mouvement, on voit qu'il se passe quelque chose. On voit pas le corps, mais on comprend qu'il charge le corps. Les voisines, elles étaient paniquées. Elles disaient mais c'est en train de... Elles criaient, mais c'est son corps qui sont en train de mettre dans la voiture. Elles étaient paniquées. Grâce à ces images, les deux sœurs élaborent un nouveau scénario du crime, bien éloigné de celui envisagé par les enquêteurs. Badré Fakir aurait été assassiné chez lui par les siens. Et ce sont ses propres fils qui, en cette nuit de fin d'été, auraient transporté son corps jusqu'au tunnel de l'ancienne voie ferrée, pour maquiller ainsi le crime en règlement de compte. Là, ça devient la réalité, parce qu'il y a des images. C'est 3 morts de plus. Badré, il est mort, et là, eux, ils sont morts aussi. Ça y est, c'est fini. Ils ne font plus partie de nos vies. À partir de cet instant, l'affaire de l'inconnu de l'ancienne voie ferrée passe du crime crapuleux à une tragédie familiale. Et désormais, 2 camps se déchirent. D'un côté, les fakirs, et de l'autre, ceux qu'on appelle maintenant les Castro, Katharina et ses 2 fils aînés, Mickaël et Jordan. Le 15 octobre 2015, plus d'1 mois après le meurtre de Badré, le contenu de la vidéosurveillance est authentifié. Katharina et ses 2 fils sont donc placés en garde à vue. Et les enquêteurs vont entendre méduser une histoire qu'ils n'avaient pas soupçonnée. Katharina craque en fait. Craque et elle avoue tout. Elle s'endosse la responsabilité de tout. Le meurtre, mais aussi le transport du corps et la crémation du corps. En fait, la mère de famille va livrer aux policiers un premier récit de cette journée qui a basculé dans l'horreur. D'après elle, ce dimanche 30 août passé dans leur jolie villa aurait été joyeux. Mais en fin d'après-midi, l'humeur de Badré aurait changé du tout au tout. Il aurait alors tenu des propos particulièrement effrayants. Ce jour-là, il lui annonçait le drame. Si tu ne me tues pas, tôt ou tard, c'est moi qui te tuerai. Ça finira par un drame. Et pourtant, toi et les enfants, je vous aime. Katharina explique aux policiers que ce soir-là, elle aurait compris qu'elle était face à un ultimatum. C'était elle et ses enfants ou lui. Et c'est à ce moment-là qu'elle aurait pris la décision de passer à l'acte. Discrètement, alors que son compagnon était allongé sur le canapé, elle aurait pris une plaquette de somnifère qu'elle aurait diluée dans du lait auquel elle a rajouté du sirop. Quelques minutes seulement après avoir bu ce lait grenadine, Badré, groggy, serait parti se coucher. Et Katharina l'aurait alors rejoint. Elle explique qu'elle lui a noué les mains pour se protéger si jamais il se réveillait. Et qu'elle l'a étranglé
qu'ensuite elle a été le charger dans la voiture, explique-t-elle, et le déposer sous le pont de la voie ferrée où il était retrouvé le lendemain. Les enquêteurs retranscrivent les moindres détails de ses aveux. Mais ils doutent de leur véracité, et voici pourquoi. Évidemment, ces aveux ne sont pas satisfaisants, ils ne corroborent en rien les constatations matérielles. On imagine assez mal cette femme, Katharina, porter toute seule 120 kilos comme ça. Il faut être 2 ou 3 pour emmener un corps de 120 kilos. Et ce n'est pas la seule incohérence de la version de Katharina. Car souvenez-vous, d'après le rapport du médecin légiste, Badré est mort poignardé. Or, à aucun moment dans son récit, la mère de famille n'évoque des coups de couteau. Étrange. Les policiers se demandent alors si Katharina ne chercherait pas à protéger l'un de ses fils, ou bien les deux. Dans un bureau voisin, Michael, le fils aîné, a choisi de se taire face aux questions des enquêteurs. De son côté, Jordan, le plus jeune des aînés, est lui beaucoup plus loquace. Et il va expliquer que, en fait, sa mère a sans doute très gentiment voulu le couvrir ou les couvrir, hein, puisqu'il parle aussi de Michael, mais qu'en réalité, il va maintenant dire toute la vérité. D'après Jordan, ce dimanche soir, il était dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo, un casque vissé sur les oreilles. Lorsque soudain, sa mère a fait irruption. Sa mère est venue le chercher en lui disant « J'ai fait une connerie, j'ai tué ton père ». Jordan explique ensuite que le corps de son père serait resté dans la chambre, fermé à double tour, toute la journée du lundi. Et dans la nuit, vers 1h du matin, Michael, son frère aîné, serait venu avec sa voiture pour les aider à se débarrasser du corps. Les deux frères auraient ensuite pris la route en direction du lieu où le cadavre a été découvert. Et Jordan va expliquer que c'est son grand frère, Michael, qui va incendier le corps de leur père sous ce tunnel de voie ferrée où il sera retrouvé le lendemain. Après avoir gardé le silence, Michael l'aîné finira par reconnaître avoir transporté et brûlé le corps de son père, car il voulait, dit-il, que sa mère échappe à la prison. Et je ne pense pas qu'à ce moment-là, il était véritablement dans une réflexion, dans une démarche construite. On est plutôt dans l'instantané. L'instantané, le fils qui effectivement va voler au secours de sa mère. Si les déclarations de Katharina et de ses deux fils semblent corroborer les images de vidéosurveillance, il reste tout de même de nombreuses questions sans réponse. Qui a porté les coups de couteau mortels? Et surtout, pourquoi cette mère de famille aurait tué son compagnon? Mais pour en arriver à de telles extrémités, il y a forcément un mobile fort. Mais pour l'heure, impossible pour les enquêteurs d'en savoir plus. Car Katharina, bouleversée par les aveux de ses fils, répète inlassablement les mêmes mots. Elle se qualifie de monstre pour avoir commis ces actes et avoir entraîné dans ce marasme ses fils. Comment j'ai pu arriver à cet acte aussi violent au point d'enlever la vie à l'homme que j'aimais? Dans la cité où la victime a vécu et travaillé, les langues se délient. Nombreux sont ceux qui savaient qu'en réalité, Badré menait une double vie. Avec d'un côté Katharina et de l'autre Lila, son employeuse à la boulangerie. Pendant très longtemps, il a courtisé ma cliente et par la suite, une relation d'amour s'est instaurée entre deux. Lila était mariée religieusement avec monsieur Fakir et elle a vécu avec lui de longues années
et également avec ses enfants qu'il connaissait très bien. Incroyable. Le père de famille était un homme infidèle. Et tout aurait commencé en 2012, 3 ans avant le drame. À cette époque, alors que la vie semblait sourire à Katharina et Badré, le couple doit faire face à un coup dur. En effet, Badré, qui travaillait dans une station-service, est licencié. Et il lui faut vite trouver un nouvel emploi. Et donc Badré, il a rencontré Lila un matin là-bas devant sa boulangerie parce qu'elle avait du mal à lever le rideau. Et donc ils ont commencé à discuter, elle lui a dit qu'elle cherchait quelqu'un et elle lui a proposé de venir travailler pour elle. Voilà, parce qu'il il était connu, c'était rassurant pour elle parce qu'il lui arrive parfois de se faire agresser. Et donc il a commencé à travailler avec elle. Badr Fakir a au départ séduit cette dame pour permettre au couple d'avoir de l'argent. Et donc après, au fur et à mesure, ils se sont mis ensemble. Seulement voilà, au fil des années, l'atmosphère familiale se serait peu à peu dégradée. C'est alors que Badré quitte le domicile conjugal et entame une relation avec Lila. Et d'après l'entourage de Katharina, l'homme aurait fait vivre un enfer à son ancienne compagne. Il ne vivait pas chez elle, il avait une nouvelle compagne, mais il était hors de question que Katharina Castro refasse sa vie avec quiconque. Il avait refait sa vie avec une femme. Il l'interdisait de sortir à elle. Il lui prenait sa voiture tous les week-ends, sa carte, pour faire des fois, il faisait des retraits. Son téléphone. Elle avait plus de vie, elle ne sortait plus. Elle était à l'affût quand elle entendait de la musique passer à côté. Il est là, il faut parler pas. Mais le peu de fois où elle sortait, il me suit, elle regardait au rétro, il me suit. Elle avait peur, elle avait peur. Épisodiquement, il se présentait au domicile à point d'heure. Ça pouvait être à 2h, à 3h, à 4h du matin. Et elle n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir la porte. Il lui disait « Je te laisserai jamais tranquille, jamais tranquille ». Grâce aux nombreux témoignages recueillis par les policiers, on découvre un Badré Fakir bien différent de l'image du bon père de famille, jovial et apprécié de tous. Derrière ce visage se cacherait en fait un homme tyrannique et particulièrement violent avec la mère de ses enfants. Au palais de justice, au cours de ses auditions, Katharina va raconter son histoire d'amour avec Badré. Et en effet, à l'écouter, le conte de fées se serait progressivement transformé en calvaire. L'histoire commence en 1985. Katharina a 14 ans lorsque la famille Fakir s'installe cité Pisevin, dans la même cage d'escalier, 3 étages plus haut. Et Badré, l'ado rebelle, tombe follement amoureux de sa voisine. Elle faisait comme dire, il me drague, et moi il ne m'intéresse pas. Et puis après moi j'ai dit, ça se fera, si ça doit arriver, ça se fera. À l'époque, les parents de Katharina ne voient pas d'un très bon œil l'idylle naissante avec cet adolescent à la réputation sulfureuse. Mon papa lui faisait que lui dire, méfie-toi Cathy, méfie-toi, parce que il ne travaille pas, il n'a pas une vie correcte. Il ne voulait pas, mon papa, il n'était pas d'accord. Seulement les regards échangés dans la cage d'escalier s'embrasent. Entre Katharina et Badré, c'est l'amour fou. À l'adolescence, c'est toujours beau, toujours rose. Elle avait 17 ans et demi, il me semble, qu'elle est tombée enceinte. Comme bon, jamais auparavant elle avait fait, elle est tombée enceinte. Elle était contente, même lui, on va voir un bébé. Michael naît en 1990. Katharina et Badré ont à peine 20 ans. Ils ne travaillent ni l'un ni l'autre. Alors pour assumer son rôle de père de famille, Badré aurait succombé à une passion dangereuse, le jeu. Moi j'habitais à côté et tous les soirs elle venait manger à la maison parce qu'elle n'avait rien dans son frigo. Après moi vers 11h30, minuit, je dis Cathy pars parce qu'il fait nuit, il faut que tu rentres chez toi et tout. Pourquoi? Parce que lui, il partait tous les soirs au casino. Avec la fièvre du jeu,
Badré aurait sombré peu à peu dans l'alcool et la drogue. Et lui, il avait besoin d'argent, parce qu'il aimait l'argent, parce qu'il buvait et était toxicomane, malheureusement. Il fallait bien qu'il ait de l'argent. Quand il était dans l'alcool et dans la cocaïne, c'était incontrôlable. Personne ne pouvait le gérer, même ses propres frères et sœurs. Personne ne lui parlait. Au fil des années, sous le regard impuissant de ses proches, Katharina aurait donc subi l'enfer des violences conjugales. Une fois, j'étais chez eux, il cherchait quelque chose dans le débarras. Il ne l'a pas trouvé, il a commencé à la frapper. Je me suis mis au milieu, je me suis dit, tu peux pas la frapper. Il m'a dit, toi, tu te la fermes, tu vas te canapé, sinon je vais te frapper toi aussi. Dans le bureau du juge d'instruction, la mère de famille relate un quotidien terrible, marqué par la peur, les coups et les humiliations. Elle décrit un véritable enfer. Elle décrit 30 ans d'un calvaire, 30 ans de violence, 30 ans avec un mari un peu tyrannique. Après en avoir été témoins, les deux aînés auraient été eux aussi victimes de leur père. Alors, pour se protéger, Jordan, le plus jeune, se serait renfermé sur lui-même. Dans la construction d'un enfant, c'est quelque chose de terrible. D'imaginer que la vie, c'est ça. Que la vie, c'est avoir la peur au ventre et se demander si son père ne va pas d'un seul coup vriller et devenir violent. C'est s'enfermer dans ce monde virtuel pour justement échapper à cette pression. Le casque, la chambre, le jeu vidéo, et comme ça, on est protégé. C'est sa forteresse. Au contraire, Michael, l'aîné, aurait été en première ligne pour défendre sa mère, s'opposant courageusement à son père, quitte à subir des représailles traumatisantes. C'est un jeune garçon qui a été dans l'obligation de pallier les carences du père. C'est un garçon qui, parce qu'il a osé s'élever contre cette autorité qui devenait indigne, a été amené dans la garrigue. Le père étant armé, a menacé son propre fils avec une arme. Juste avant le drame, il semble que la rupture entre Michael et son père était consommée. Badré ne fut d'ailleurs pas invité au mariage de son fils aîné. Pour Michael, la double vie de son père avec la boulangère avait signé la rupture. D'autant que la violence à l'encontre de sa mère aurait décuplé juste avant le drame, jusqu'à atteindre un point de non-retour. Chez elle, dès qu'elle entendait une voiture, mais de tous ses membres, elle tremblait d'elle-même. C'est même pas à ses mains, tout son corps tremblait. À chaque venue, c'était des cris sur les enfants, sur elle. Une autre fois, elle m'appelle à 17h30, viens me chercher sur le périphérique en pleurs. Je vais la chercher sur le périphérique. Je la trouve, ses habits déchirés, envoyé son soutien-gorge, en pleurs. Elle me dit oui, il est venu me chercher, Badré est venu me chercher à l'école. Il m'a amené dans les sous-sols de la cave et m'a obligé à avoir des rapports avec lui. Et il m'a frappée. Je disais à ma tante, viens, on va porter plainte. Viens, on va porter plainte. Non, mais si j'ai peur des représailles. Si je porte plainte, il va m'arriver quelque chose. Tu le sais qu'il est capable. Elle en avait peur. Je dis, mais arrête, Cathy, s'il te plaît, arrête, je vais porter plainte et tout, je vais appeler les flics. Elle me dit, non, tu vas pas appeler la police, s'il te plaît, ne fais pas ça pour moi, sinon il va tous nous tuer. Une femme battue, martyrisée, voilà qui expliquerait le crime. Katharina, à bout, aurait mis fin à ses souffrances en supprimant son compagnon. Pendant toute l'instruction, la mère de famille va maintenir cette version. Elle aurait drogué son conjoint, puis l'aurait étranglé pour protéger sa vie et celle de ses enfants. Seulement, face à ce portrait dévastateur, les sœurs de Badré sont révoltées. Leur frère, un homme colérique et violent, elles n'en croient pas un mot.
tout cela ne serait qu'une invention de Katharina pour se trouver des circonstances atténuantes. Voilà, on est choqués, on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Voilà, après on se dit que de toute façon ils ont été capables de tuer, donc ils sont capables de dire des mensonges aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'y croit pas et qu'on se bat, parce que sinon, si vraiment mon frère était comme ça, je me battrais même pas. Enfin, je reste une femme quand même. Et je cautionnerais pas ça. Enfin, nous, on la voyait tout le temps, quoi. Elle était avec nous. Mais ça nous a blessés. Ça nous a choqués. On s'est dit que c'était pour se défendre, mais que quand même, je pense qu'il y en a assez fait. Pour les sœurs de Badré, la vérité est ailleurs. En fait, l'élément déclencheur de l'assassinat serait la décision de leur frère de vendre la villa familiale pour s'installer définitivement avec Lila, la boulangère. Et ça, forcément, Katharina ne l'aurait pas supporté. Pour les sœurs de Badré, il ne fait pas de mystère que le meurtre, en tout cas, qui a été organisé par Katharina, l'a été pour des raisons financières. C'est vrai que le couple traversait une situation particulièrement délicate. Alors, Katharina a-t-elle menti en voulant se faire passer pour une femme battue? Pas sûr, car la patronne et maîtresse de Badré, Lila, reconnaît que son amant pouvait être violent. Elle tremblait de peur les derniers temps, elle la surveillait. C'était quelqu'un de très jaloux, très possessif, qui n'hésitait pas sur un simple regard à faire rentrer dans des crises folles, voire des violences folles. Donc vraiment quelqu'un qu'elle craignait en tout cas. Mais ça n'empêchait pas les sentiments. En attendant le procès, Hanan et Sarah viennent chaque semaine se recueillir sur la tombe de leur frère. Un rituel immuable depuis sa mort en 2015. On vient souvent quand il se passe des événements dans l'affaire. Moi personnellement, je viens pour lui raconter. Moi je parle de l'affaire, mais je parle aussi de tout, tout ce qui se passe dans notre famille, qu'est-ce qu'on est devenu, enfin, tout ce genre de choses. Je lui demande souvent s'il veut qu'on continue ou s'il préférerait qu'on les laisse faire leur vie. Alors je lui demande des signes. Et jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'on a eu des signes, c'était pour qu'on continue, donc on continue. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Castro. En 2021, Katharina Castro a été reconnue coupable du meurtre et condamnée à 12 ans de prison. Ses 2 fils ont été acquittés. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Le soleil filtrait à travers les stores d'un tribunal presque vide, jetant des raies de lumière sur le parquet ciré et sur les bancs de bois où quelques observateurs se pressaient. L'air était lourd, chargé d'une anticipation silencieuse que seul le murmure discret d'un avocat ajustant ses papiers pouvait troubler. Katharina Castro, assise au centre du box des accusés, regardait droit devant elle, le visage impassible, comme si elle se tenait sur un pont entre 2 mondes. Celui de la réalité qui l'entourait et celui qu'elle venait de perdre à jamais. Sa robe sombre semblait absorber la lumière ambiante, et ses mains, croisées sur ses genoux, trahissaient une nervosité qu'elle tentait vainement de dissimuler. L'affaire Castro avait secoué la ville depuis des semaines. Les journaux locaux, les émissions de radio et même certaines chaînes nationales se disputaient la primeur de chaque détail sur cette famille qui, de l'extérieur, paraissait exemplaire. Le mari, Ricardo Castro, homme d'affaires respecté, père dévoué de 3 enfants, et Katharina, épouse modèle, étaient désormais au centre d'une enquête criminelle qui défiait l'entendement.
La communauté entière se demandait comment une famille si ordinaire avait pu basculer dans l'ombre d'un crime aussi atroce. Dans la salle, un silence oppressant régnait, seulement ponctué par le froissement du papier et les murmures étouffés des avocats préparant leurs interventions. Le juge entra enfin, imposant par sa stature et par le ton grave de sa voix lorsqu'il annonça l'ouverture de l'audience. Le parquet général, représenté par une procureure dont la détermination semblait se refléter dans chaque trait du visage, lança un regard froid à la famille Castro avant de prendre place. La tension monta d'un cran. Les détails macabres révélés dans le dossier semblaient irréels, et pourtant, tout était documenté avec une précision clinique. Des photos, des rapports d'expertise, des témoignages troublants. Tout concourait à dresser un portrait effrayant de ce qui s'était réellement passé derrière les portes closes de la maison Castro. Katharina entendit le murmure d'un de ses enfants dans le public, sa voix tremblante, mais elle ne se retourna pas. Elle savait que chaque mouvement serait observé, chaque réaction scrutée. Les détectives avaient passé des semaines à collecter des preuves, des heures à interroger les voisins, les enseignants et même les amis les plus proches de la famille. Chacun avait été questionné sur les habitudes de la famille, sur les signes avant-coureurs que personne n'avait détectés à temps. Et maintenant, tous ces éléments étaient sur la table, prêts à être analysés, disséqués et transformés en argumentation juridique. Le procureur commença par exposer les faits, sa voix mesurée mais pénétrante résonnant dans la salle. Il décrivit le jour où le drame avait éclaté, les circonstances qui avaient conduit à l'incident fatal et les conséquences irréversibles pour la famille et pour la société. Chaque mot semblait peser lourd, chaque phrase dessinait une image de désolation et de trahison. La salle était suspendue à ses lèvres, et même les journalistes, armés de leurs bloc-notes et de leurs appareils d'enregistrement, semblaient retenir leur souffle. La réalité du crime dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. La violence n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique, tissant un réseau complexe de culpabilité, de secrets et de peur au sein de la cellule familiale. Katharina sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait choisi de se taire jusqu'à présent, laissant ses avocats parler en son nom. Mais chaque image, chaque détail, chaque témoignage la ramenait inexorablement à cette journée fatidique. Elle se revit dans la cuisine, les enfants jouant innocemment, son mari préparant le dîner, un rire soudain éclatant dans l'air, et puis le chaos. Les souvenirs affluaient avec une intensité douloureuse et elle dut serrer les poings pour ne pas céder à l'émotion. Pourtant, elle savait que le tribunal n'était pas un lieu pour les faiblesses personnelles. Ici, la vérité brute devait être exposée, même si elle détruisait tout ce qui restait de sa vie d'avant. La première série de témoins fut appelée. Un voisin, qui avait observé certaines anomalies dans le comportement de la famille, prit la parole. Il décrivit des scènes apparemment banales, mais qui, rétrospectivement, prenaient une dimension inquiétante. Les silences, les disputes murmurées derrière les portes, les disparitions temporaires d'objets ou de documents importants, tout devenait signe d'un malaise profond que personne n'avait osé affronter de front. L'avocat de la défense intervint, tentant de relativiser ses observations, de présenter Katharina et sa famille comme des victimes d'une perception déformée. Mais le doute s'insinuait dans l'esprit des jurés, et le procureur ne laissait aucune marge de manœuvre. Il insistait sur la répétition des comportements, sur le schéma systématique d'action qui menait inexorablement au drame. Au fil des heures, le procès se transformait en un théâtre de la complexité humaine. Chaque témoignage, chaque preuve apportait son lot de nuances, révélant des couches cachées de la vie familiale Castro que personne n'aurait imaginées. Les enfants, malgré leur innocence apparente, étaient impliqués malgré eux dans un réseau de secrets et de silences qui pesait sur toute la maison. Katharina, assise dans le box, devait naviguer dans cette mer d'accusations et de révélations, cherchant un point d'ancrage pour ne pas se laisser emporter par le flot tumultueux de la vérité exposée. Lorsque l'audience se termina pour la journée, un sentiment de malaise persistait dans la salle. Les journalistes s'empressèrent de recueillir les premières impressions, tandis que les membres de la famille étaient escortés par les agents de sécurité. Katharina sentit le poids de l'inévitable. Chaque jour qui passait au tribunal était une plongée plus profonde dans la réalité de leur situation. Et au-delà des murs de la salle d'audience, la ville entière continuait de spéculer, de juger, de se scandaliser. La famille Castro n'était plus simplement une famille ordinaire. Elle était devenue le symbole de toutes les questions sans réponse, de tous les secrets révélés trop tard, et de la fragilité des apparences face à la vérité brutale. Alors que la nuit tombait,
Katharina se retrouva seule dans sa cellule provisoire, réfléchissant à ce qui avait été dit, à ce qui allait être dévoilé et à ce que l'avenir pouvait réserver. Les ombres dansaient sur les murs, semblables aux spectres des événements passés, et elle sut que ce procès ne serait pas seulement une épreuve juridique, mais aussi un voyage au cœur de la psyché humaine, un test de résilience, et peut-être une confrontation avec ses propres démons. La première journée du procès venait de s'achever, mais l'histoire de la famille Castro ne faisait que commencer, et chaque mot prononcé dans cette salle résonnerait longtemps dans les esprits de ceux qui cherchaient à comprendre comment une famille si normale avait pu basculer dans l'ombre d'un crime aussi terrible. Le lendemain, l'audience reprit sous un ciel gris et bas, qui semblait refléter le poids de l'atmosphère dans la salle du tribunal. Les bancs étaient plus remplis que la veille, et les murmures des journalistes et des spectateurs se mélangeaient à l'odeur persistante du café et du papier des dossiers étalés partout. Katharina Castro entra dans la salle, escortée par un officier de sécurité, sa démarche mesurée, presque mécanique. Ses yeux, pourtant fatigués, brillaient d'une intensité inhabituelle, comme si elle cherchait à anticiper chaque geste de ceux qui allaient parler, chaque phrase qui pourrait l'atteindre ou la libérer. L'avocat de la défense, un homme d'âge moyen au regard froid et calculateur, ajusta ses lunettes et prit la parole avec une calme détermination. Il commença par rappeler l'histoire familiale, soulignant les réussites de Ricardo Castro dans les affaires et l'engagement de Katharina pour ses enfants et pour la communauté. Les mots étaient choisis avec soin, pesés pour montrer une normalité presque parfaite, une façade qui rendait l'accusation d'autant plus difficile à croire. Mais derrière cette façade, les jurés savaient que les preuves et les témoignages collectés par les enquêteurs étaient implacables et détaillés. Le procureur, une femme dont la réputation pour sa ténacité n'était plus à faire, se leva à son tour. Elle déploya une série de photos, de documents et de rapports, chacun destiné à construire un récit précis et impitoyable. La première preuve visuelle montrait la maison Castro telle qu'elle était le jour du drame. Les images de l'intérieur, froides et rigoureuses, révélaient des signes de chaos domestique que le voisinage n'aurait jamais pu imaginer. Des objets renversés, des portes entr'ouvertes, des traces d'effraction minimes mais significatives, tout semblait raconter une histoire de tension et de confrontation prolongée. Katharina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Chaque image projetée sur l'écran devant le tribunal semblait la juger directement, elle et sa famille. Les enfants, assis à quelques rangées derrière elle, regardaient l'écran avec une incompréhension mêlée de peur. Ils ne comprenaient pas pleinement les implications de ces preuves, mais ils percevaient l'inquiétude dans les voix et les gestes des adultes autour d'eux. L'avocat de la défense tenta de minimiser l'impact, expliquant que ces scènes pouvaient avoir de multiples interprétations, qu'elles ne constituaient pas une preuve irréfutable d'un crime volontaire ou prémédité. Pourtant, la procureure, sans se laisser distraire, passa à la phase suivante, les témoignages des voisins. Une femme âgée, qui vivait en face de la maison Castro depuis plus de 20 ans, décrivit des cris étouffés et des disputes répétées que personne n'avait jamais cru assez graves pour intervenir. Elle parla de Katharina et Ricardo comme d'un couple autrefois exemplaire, mais qui, ces derniers 6 mois, semblait porter un poids invisible, une tension qui s'infiltrait jusque dans les moindres gestes du quotidien. Son témoignage, empreint de sincérité et de nostalgie, ajouta une dimension humaine à l'affaire, rappelant à tous que derrière les statistiques et les preuves matérielles, il y avait des vies, des émotions et des pertes réelles. Puis vinrent les témoins plus jeunes, des amis de la famille et des collègues, qui décrivirent un changement subtil mais inquiétant dans le comportement de Katharina. Des absences inexplicables, des retards constants, des mensonges apparemment innocents qui s'accumulaient pour former un schéma de dissimulation. Chaque détail, chaque anecdote renforçait l'idée que la famille Castro n'était pas simplement victime d'un accident ou d'une malchance tragique. Il y avait une logique, une série de décisions conscientes et inconscientes qui avaient conduit au désastre. Le procureur ne manqua pas de mettre en avant l'importance de ces détails. Pour elle, chaque mot prononcé devant le tribunal, chaque nuance relevée par un témoin, contribuait à dessiner un tableau plus complet et terrifiant. L'accumulation de preuves indirectes et de témoignages concordants commençait à créer une tension palpable dans l'air. Les jurés prenaient des notes avec sérieux, conscients que leur rôle n'était pas seulement de juger les faits, mais de comprendre l'âme humaine derrière ces faits, d'évaluer la moralité
et l'intention qui avait guidé chaque acte. Entre les témoignages, Katharina se plongeait dans ses propres souvenirs. Elle revoyait les moments de tendresse et de complicité avec ses enfants, les éclats de rire partagés dans le salon, les dîners en famille où la routine masquait subtilement les tensions sous-jacentes. Elle savait que ces souvenirs, bien que précieux, seraient bientôt examinés à la lumière de la suspicion et du doute. Chaque sourire innocent de ses enfants pourrait être interprété comme un masque, chaque mot affectueux comme un mensonge potentiellement orchestré. La réalité devenait un terrain glissant où la vérité et l'interprétation s'entremêlaient dangereusement. L'après-midi fut marqué par l'arrivée d'un témoin inattendu, un ancien employé de Ricardo Castro. Son témoignage révéla des aspects du caractère de Ricardo que peu de gens connaissaient. Il parlait de pression, de colère contenue, de moments de violence verbale et psychologique qui, bien que rarement visibles, imprégnaient la maison d'une atmosphère de tension constante. Les jurés écoutaient attentivement, notant la façon dont les mots de l'employé révélaient une dynamique familiale complexe, où le pouvoir, la peur et l'amour se mêlaient dans un équilibre fragile. Katharina, de son côté, restait silencieuse. Chaque phrase prononcée par les témoins semblait la fragiliser, mais aussi renforcer sa détermination à survivre à cette épreuve. Elle savait que le tribunal ne cherchait pas seulement à établir la culpabilité ou l'innocence. Il explorait la nature humaine, testait la résilience et la capacité de chacun à affronter les conséquences de ses actions. Le poids des regards, des jugements et des preuves était immense, et pourtant, elle devait rester debout, maintenir sa posture et projeter une image de contrôle malgré la tempête intérieure. Lorsque l'audience se termina pour la deuxième fois, l'impression générale était celle d'un récit qui ne faisait que commencer. La famille Castro n'était plus simplement un objet de curiosité publique. Elle était devenue une étude vivante de la fragilité humaine, un exemple de la manière dont les secrets, les tensions et les non-dits peuvent mener à des conséquences tragiques. Katharina fut escortée hors de la salle, ses enfants la suivant de près, chacun portant son propre fardeau de confusion et de peur. Dans le silence de la voiture de police qui les ramenait à leur lieu de détention, Katharina pensa aux mois à venir, aux audiences suivantes et aux révélations qui n'avaient pas encore été dévoilées. Elle savait que le tribunal ne laisserait rien au hasard, que chaque détail de leur vie serait examiné et que chaque mot prononcé pourrait changer le cours de leur destin. Cette deuxième journée avait mis en lumière la complexité des événements, la multiplicité des angles d'analyse et l'inévitable confrontation avec la vérité. Et tandis que les ombres de la nuit s'allongeaient sur la ville, Katharina Castro réalisa que le véritable procès n'était pas seulement celui qui se déroulait dans la salle d'audience, mais celui qui se jouait dans les esprits et les cœurs de ceux qui observaient, jugeaient et tentaient de comprendre ce qui avait conduit une famille ordinaire à l'extrême tragédie. Chaque soir, dans la solitude de sa cellule, elle repassait mentalement chaque détail, chaque témoignage, chaque photo présentée au tribunal. Elle savait que le procès n'était qu'une étape, que la véritable épreuve serait de survivre au regard et au jugement d'une société entière, et de protéger, autant que possible, l'innocence fragile de ses enfants. La famille Castro, autrefois un modèle de stabilité et de réussite, était désormais suspendue entre la vérité et la perception publique, entre l'ombre et la lumière, entre le passé qu'ils avaient connu et le futur incertain qui les attendait. La troisième journée du procès commença sous un silence presque solennel. Le parquet avait prévu de présenter des preuves scientifiques plus détaillées, des éléments qui allaient, selon les enquêteurs, établir de manière indiscutable la chronologie des événements. La salle d'audience semblait respirer avec difficulté, chaque spectateur conscient que ce qui allait être exposé ne concernait pas seulement les faits, mais la perception même de la moralité et de la responsabilité humaine. Katharina Castro entra dans le box, le regard fixe, comme si elle cherchait à se protéger de chaque phrase qui pourrait la frapper. Ses enfants étaient assis à quelques rangées derrière elle, et leur nervosité silencieuse accentuait la gravité de l'atmosphère. Le procureur commença par appeler un expert en criminologie, un homme à l'allure discrète, mais à la voix assurée. Il commença par exposer la manière dont les preuves matérielles avaient été collectées et analysées. Échantillons biologiques, relevés de traces sur les murs et les sols, fragments d'objets déplacés dans la maison. Chaque élément semblait anodin, pris isolément, mais assemblé, il dessinait un schéma cohérent qui montrait les tensions et la violence progressive qui avaient marqué la famille Castro. Les jurés écoutaient attentivement, certains fronçant les sourcils, d'autres griffonnant frénétiquement des notes sur leurs blocs. Chaque détail exposé semblait les rapprocher d'une vérité difficile à accepter.
L'expert expliqua comment certaines incohérences dans le témoignage initial de Catarina et de Ricardo avaient été révélées par l'analyse scientifique. Les échantillons prélevés sur le sol et sur des objets précis contredisaient certains éléments de leur récit, suggérant une interaction plus complexe que ce qu'ils avaient présenté. L'avocat de la défense tenta de minimiser l'impact de ces preuves, insistant sur le fait que les erreurs de mémoire et les imprécisions étaient naturelles dans une situation de stress extrême. Cependant, la procureure ne laissa aucune marge d'interprétation. Les données scientifiques, combinées aux témoignages concordants, montraient un schéma de comportement qui ne pouvait être ignoré. Au fur et à mesure que la matinée avançait, d'autres témoins furent appelés. Des voisins, des amis et même un psychologue ayant suivi les enfants Castro vinrent partager leur expérience et leurs observations. Ils décrivirent un environnement familial marqué par l'angoisse, la tension et la peur subtile mais persistante. Les enfants, malgré leur innocence apparente, étaient pris dans une dynamique où le silence et la prudence semblaient être les seules réponses possibles face à des situations imprévisibles. Catarina écoutait, son visage impassible, mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions l'agitait. Elle savait que chaque mot prononcé construisait une image de sa famille qui échappait à tout contrôle. La procureure mit ensuite l'accent sur les incohérences dans les relations entre Ricardo et Catarina. Des témoins décrivirent des disputes répétées, des tentatives de manipulation et des tensions accumulées au fil des mois précédant le drame. Le procureur expliqua que ces comportements, souvent discrets mais constants, avaient créé un climat psychologique oppressant, où chaque membre de la famille vivait sous la menace latente d'un conflit imminent. Cette analyse psychologique détaillée ne visait pas seulement à établir la culpabilité matérielle, mais à comprendre la dynamique qui avait transformé une famille apparemment ordinaire en un microcosme de tension et de peur. Catarina sentit une boule dans sa gorge. Chaque phrase, chaque détail, chaque témoignage semblait la dépeindre comme complice, parfois même comme instigatrice involontaire du chaos. Elle savait que l'avocat de la défense ferait tout pour tempérer ses impressions, pour présenter une version plus nuancée et humaine de sa situation. Mais elle comprenait aussi que le tribunal, les jurés et le public avaient déjà une image partielle qui se consolidait à chaque instant. La perception de la vérité devenait aussi cruciale que la vérité elle-même, et Catarina était désormais consciente que sa survie dans ce procès dépendrait autant de sa capacité à contrôler ses réactions que de la force de ses arguments légaux. À la mi-journée, une pause fut annoncée. Catarina fut escortée dans un petit espace derrière la salle d'audience où elle put enfin respirer, même si le poids des événements ne la quittait pas. Ses enfants, silencieux, restaient près d'elle, leur présence lui apportant un certain réconfort. Les minutes de répit étaient rares et elle en profitait pour réfléchir à chaque détail, pour préparer mentalement les réponses aux prochaines interventions, pour se rappeler qu'au-delà de la peur et de la culpabilité, elle devait rester présente pour ses enfants. Chaque geste, chaque mot, chaque regard devenait un acte de protection et de survie dans ce labyrinthe judiciaire. Lorsque l'audience reprit, le procureur présenta un nouveau témoignage, celui d'un ancien collègue de Ricardo Castro. L'homme décrivit la pression intense à laquelle Ricardo était soumis dans son travail, mais aussi la manière dont il projetait cette pression dans sa vie familiale. Les détails étaient minutieux, des soirées passées à rédiger des rapports, des disputes concernant des dépenses, des tensions concernant l'éducation des enfants. Chaque élément semblait banal, mais mis en perspective, il révélait un schéma d'angoisse, de contrôle et de frustration qui avait profondément marqué la dynamique familiale. Catarina écoutait, serrant les poings, consciente que la compréhension du public se façonnait désormais autour de ses récits. L'après-midi fut consacré à l'analyse des communications électroniques de la famille Castro. Des messages, des courriels et des enregistrements vocaux furent présentés, mettant en lumière des tensions accumulées, des inquiétudes cachées et des conflits larvés. Le procureur souligna la répétition des schémas de tension, l'escalade des frustrations et la manière dont la communication semblait se transformer en confrontation constante. L'avocat de la défense tenta de relativiser ces échanges, arguant qu'ils reflétaient des situations normales de désaccord dans une famille moderne. Mais les jurés, attentifs et concentrés, commençaient à percevoir un modèle cohérent qui dépassait la simple querelle familiale. La fin de la journée approchait, et les jurés avaient déjà reçu une quantité impressionnante de détails sur la vie quotidienne, les habitudes et les conflits de la famille Castro. Chaque témoignage, chaque preuve, chaque analyse scientifique
contribuaient à un tableau complexe et nuancé. Katharina se tenait droite, consciente que la journée avait consolidé une image de sa famille à la fois ordinaire et profondément troublée. Elle savait que le chemin vers la vérité était long et que chaque nouvelle audience apporterait son lot de révélations et de confrontations. Avant de clore l'audience, le juge adressa un mot aux jurés, les invitant à réfléchir avec impartialité et à se concentrer sur les faits. Les parents furent escortés vers leurs cellules temporaires et les enfants accompagnés par un agent de protection spéciale. Dans la voiture qui les ramenait, un silence pesant régnait. Katharina regardait par la fenêtre, observant la ville qui continuait de vivre sa routine quotidienne, inconsciente de l'intensité dramatique qui se déroulait derrière les murs du tribunal. Chaque immeuble, chaque rue, chaque visage semblait désormais lié à leur histoire, comme si le monde entier s'était transformé en spectateur silencieux de leur destin. Katharina savait que demain, le procès reprendrait et qu'elle devrait affronter de nouveaux témoins, de nouvelles preuves et peut-être des révélations plus douloureuses encore. Elle comprenait que la survie de sa famille dépendait non seulement de la vérité des faits, mais aussi de la manière dont elle saurait naviguer dans un labyrinthe de perceptions, d'opinions et de jugements. Et dans ce jeu où chaque détail compte, chaque regard, chaque geste pouvait devenir décisif. Alors que la nuit tombait sur la ville, Katharina Castro se sentit à la fois épuisée et déterminée. Le procès, avec son implacable succession de preuves et de témoignages, révélait la complexité des relations humaines et l'impact des tensions accumulées dans une cellule familiale. Mais malgré la peur, malgré la fatigue, elle savait qu'elle devait rester forte, pour elle-même et pour ses enfants. La famille Castro, désormais au centre de l'attention publique, n'était plus simplement un cas judiciaire. Elle était devenue un miroir des fragilités humaines, des secrets qui consument et des vérités que l'on tente de cacher jusqu'au jour où elles éclatent au grand jour. Le 4e jour du procès s'ouvrit dans un climat de tension palpable, plus dense encore que les jours précédents. Les bancs du tribunal étaient remplis de curieux, de journalistes et de proches de la famille, chacun suspendu aux détails de l'affaire. La rumeur de nouvelles révélations s'était propagée, et l'attention médiatique était devenue quasi obsessionnelle. Katharina Castro entra dans la salle, son visage figé, presque sculpté par la fatigue et la détermination. Son regard, malgré la lassitude, cherchait à anticiper les prochaines questions et à se préparer aux confrontations à venir. Les enfants, assis derrière elle, se cramponnaient aux mains de leur mère, silencieux mais attentifs à chaque mouvement. Ce jour-là, le tribunal devait entendre le témoignage de membres plus éloignés de la famille et d'amis proches, ceux qui avaient observé la dynamique Castro de l'extérieur, mais qui possédaient une vision essentielle de ce qui se tramait derrière les portes fermées de la maison. Les premiers à être appelés furent des cousins et des oncles, dont les témoignages étaient plus subtils, mais tout aussi révélateurs. Ils décrivirent des comportements inhabituels chez Ricardo et Katharina, des moments d'agressivité latente, des disputes éclipsées par des réconciliations rapides et des gestes de contrôle subtils sur les enfants et le quotidien familial. Chaque détail, apparemment anodin, contribuait à dresser le portrait d'une famille en tension constante, où la normalité n'était qu'un masque fragile. La procureure se leva, méthodique et déterminée, pour souligner l'importance de ces témoignages. Elle expliqua que la répétition de comportements conflictuels, même mineurs, pouvait indiquer un schéma de pression psychologique et de manipulation, particulièrement sur des enfants. Les jurés prenaient des notes, conscients que ces subtilités étaient essentielles pour comprendre la nature de la culpabilité et la dynamique interne de la famille. Katharina, dans le box, écoutait avec une maîtrise apparente, mais chaque phrase semblait la ramener à des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Le témoignage suivant, celui d'un ami proche de la famille, fut encore plus révélateur. Il parla de soirées familiales où des tensions sous-jacentes émergeaient, de moments où les disputes éclataient sans raison apparente et de silences lourds de sens. Il décrivit aussi des tentatives de Katharina pour apaiser les conflits, de Ricardo pour imposer son autorité et de la manière dont les enfants semblaient naviguer dans cet équilibre fragile. Ces récits mettaient en évidence une complexité psychologique que ni la presse ni les voisins n'avaient pu percevoir. Le tribunal, jusqu'alors concentré sur les preuves matérielles, se trouvait désormais confronté à la réalité émotionnelle et psychologique de la famille Castro. Alors que la matinée avançait, l'avocat de la défense intervint pour contextualiser ses observations. Il expliqua que tous les couples traversaient des périodes de tension, que des malentendus et des disputes étaient normaux dans la vie quotidienne,
et que les enfants, même s'ils étaient témoins de conflits, ne pouvaient pas être considérés comme victimes d'un climat permanent de violence. Toutefois, la procureure répliqua en soulignant la répétition systématique et l'intensité progressive des incidents, montrant que la dynamique familiale dépassait largement la simple dispute domestique. À ce moment précis, l'audience prit une tournure inattendue. Une vidéo de surveillance interne, fournie par un voisin qui avait remarqué des mouvements suspects, fut projetée. L'image montrait des allées et venues inhabituelles à des heures tardives, des tensions palpables entre Ricardo et Catarina, et des enfants apparemment effrayés par des confrontations qu'ils ne comprenaient pas. Chaque image semblait confirmer les témoignages précédents, et un silence pesant s'installa dans la salle. Les spectateurs retenaient leur souffle, certains murmurant, d'autres griffonnant fébrilement sur leurs notes. L'effet combiné des preuves matérielles et visuelles renforçait l'idée que la maison Castro n'était pas le refuge harmonieux qu'elle prétendait être. Entre les témoignages et les preuves vidéo, l'attention se concentra sur les enfants. Un psychologue de l'éducation fut appelé pour analyser leur comportement et leur bien-être. Ses conclusions étaient subtiles mais lourdes de sens. Les enfants semblaient vivre dans un état de vigilance constante, prêts à anticiper les conflits et à modérer leurs propres réactions pour éviter toute escalade. Le psychologue expliqua que ce type de dynamique pouvait avoir des effets durables sur leur développement émotionnel, leur perception de la sécurité et leur capacité à établir des relations de confiance. Les jurés écoutaient, conscients que cette analyse apportait une dimension supplémentaire à l'affaire, transformant une enquête criminelle en une étude approfondie des impacts psychologiques. Catarina écoutait sans interrompre, mais ses pensées tourbillonnaient. Elle se souvenait des moments précis que le psychologue décrivait, des nuits où elle avait tenté de calmer les disputes, des matins où les enfants se réveillaient anxieux et des gestes subtils qu'elle employait pour protéger chacun d'eux. La salle semblait se rétrécir autour d'elle, chaque détail exposé, la confrontant à la réalité de ce que les enquêteurs et les témoins avaient découvert. Pourtant, elle savait que la maîtrise de ses émotions était essentielle. Dans le tribunal, chaque expression de peur ou de remords pouvait être interprétée comme un aveu implicite. L'après-midi fut marqué par l'arrivée de nouveaux documents, des courriels et des messages textes échangés entre Catarina et des membres de sa famille élargie. Ces communications révélaient un mélange de tendresse, d'inquiétude et de désespoir, mais elles mettaient aussi en évidence les contradictions et les tensions latentes. La procureure analysa minutieusement chaque message, démontrant comment les nuances de langage et les omissions pouvaient être interprétées comme des signes de manipulation ou de contrôle. L'avocat de la défense, quant à lui, insista sur le contexte émotionnel de ces échanges, cherchant à montrer que les tensions étaient normales dans une famille confrontée à des pressions multiples. Vers la fin de la journée, un témoin clé fut appelé, un voisin qui avait assisté sans le savoir à un événement majeur dans la maison Castro. Son témoignage fut raconté avec une précision presque douloureuse. Il décrivit une scène où la tension entre Ricardo et Catarina avait atteint un point critique, où des mots cruels avaient été échangés et où les enfants avaient été témoins de cette escalade. L'effet de ce témoignage fut immédiat. Le silence dans la salle devint lourd, presque oppressant, et chacun semblait comprendre que le drame familial avait ses racines dans une accumulation de moments apparemment insignifiants mais profondément significatifs. Lorsque l'audience se termina, Catarina et sa famille furent escortés hors de la salle. Le silence régnait dans le hall du tribunal, ponctué seulement par le murmure des journalistes et le bruit discret des appareils photos. Dans la voiture qui les ramenait à leur lieu de détention, Catarina observa ses enfants, leurs visages marqués par la fatigue et l'incompréhension. Elle sut, à cet instant précis, que la suite du procès serait encore plus complexe, que les révélations à venir pourraient bouleverser définitivement la perception de la famille Castro, et que chaque jour apportait son lot de défis émotionnels et psychologiques. Alors que la nuit tombait sur la ville, Catarina réfléchit aux implications de ce 4e jour. Le procès n'était plus seulement une épreuve légale. Il était devenu un miroir de la fragilité humaine, une exploration des tensions invisibles et des non-dits qui peuvent détruire même les familles les plus respectables. Chaque preuve, chaque témoignage, chaque analyse contribuait à révéler une vérité difficile à accepter, mais essentielle pour comprendre la complexité de l'affaire. Et malgré l'angoisse et la fatigue, Catarina savait qu'elle devait rester forte pour ses enfants, pour affronter ce que le tribunal réservait encore, et pour protéger, autant que possible, l'innocence fragile de ceux qu'elles aimaient le plus. Le 5e jour du procès s'ouvrit avec une intensité nouvelle.
L'atmosphère dans la salle d'audience était presque électrique, chargée d'anticipation. Les bancs étaient à nouveau remplis, et les journalistes, armés de carnets et d'appareils d'enregistrement, semblaient prêts à capturer chaque geste, chaque mot. Catarina Castro entra dans le box, ses pas mesurés, son visage d'une expression presque stoïque, mais derrière ce masque, un tourbillon d'émotions continuait de la traverser. Ses enfants, assis derrière elle, se tenaient la main, conscients du poids de chaque minute passée dans ce lieu où la vérité et le jugement se mêlaient de manière inextricable. Ce jour-là, le tribunal devait se concentrer sur les témoignages liés à la maison et aux interactions quotidiennes de la famille. La procureure commença par présenter des photos inédites prises à l'intérieur de la maison Castro avant le drame. Chaque image semblait innocente au premier regard, mais le procureur expliqua comment elle révélait des indices subtils de tension et de conflit. Des objets déplacés, des traces sur les sols et les murs, des positions inhabituelles de certains meubles. Tout cela témoignait de comportements inhabituels et récurrents que la défense ne pouvait plus ignorer. Catarina sentit un frisson parcourir son échine à mesure que les images étaient projetées sur l'écran, révélant des détails que peu de personnes avaient eu l'occasion de voir. Le premier témoin fut une voisine, femme âgée, qui avait observé des signes inquiétants depuis l'extérieur. Elle décrivit des cris étouffés, des allées et venues à des heures tardives, des enfants semblant sur le qui-vive dans leur propre maison. Son témoignage, empreint d'émotion et de sincérité, ajoutait une dimension humaine à l'affaire. Chaque mot prononcé par la voisine faisait naître dans l'esprit des jurés une image plus précise et troublante de la dynamique familiale, et Catarina sentit la tension croître à chaque instant. L'avocat de la défense intervint pour nuancer les propos de la voisine. Il expliqua que ces observations pouvaient avoir de multiples interprétations et que la perception de l'extérieur ne correspondait pas nécessairement à la réalité. Cependant, la procureure répliqua avec calme et précision, démontrant que les témoignages concordants de plusieurs voisins et amis ne pouvaient pas être ignorés. L'accumulation de ces preuves indirectes commençait à construire un récit cohérent de tensions et de conflits au sein de la maison Castro. Le lendemain, un autre témoin fut appelé, une ancienne amie proche de Catarina. Elle décrivit des moments où Catarina avait exprimé son inquiétude face à la pression exercée par Ricardo sur la famille. Les échanges entre elles révélaient des frustrations accumulées, des inquiétudes concernant le bien-être des enfants et des stratégies subtiles pour maintenir un équilibre fragile. Ces témoignages offraient un éclairage sur la complexité psychologique de Catarina, montrant qu'elle n'était pas seulement une spectatrice passive des événements, mais une personne confrontée à des choix difficiles dans un environnement oppressant. L'après-midi, le tribunal examina des enregistrements audio provenant de dispositifs discrets placés dans certaines pièces de la maison. Ces enregistrements révélaient des échanges tendus entre les membres de la famille, parfois teintés d'agressivité, parfois marqués par la peur ou l'angoisse. Chaque mot, chaque inflexion de voix, chaque silence était analysé par les experts, qui expliquaient aux jurés comment ces interactions révélaient un climat familial délétère. Catarina, écoutant ces enregistrements, sentit un mélange de honte et de désespoir, consciente que la réalité de leur vie privée était désormais exposée au regard de tous. Un autre aspect crucial fut abordé, les relations entre les enfants et leurs parents. Le psychologue appelé à témoigner expliqua que les enfants vivaient dans un état de vigilance constante, anticipant les conflits et adaptant leur comportement pour éviter les tensions. Les jurés furent sensibilisés à l'impact psychologique de ces dynamiques, comprenant que le drame familial ne se limitait pas à un moment isolé, mais résultait d'un enchevêtrement de comportements et de réactions accumulées sur plusieurs mois. Catarina sentit une profonde culpabilité, mais aussi un sentiment de détermination. Elle devait protéger ses enfants autant que possible, malgré l'exposition intense de leur vie privée. La journée se poursuivit avec le témoignage d'un ancien employé de Ricardo, qui apporta un éclairage sur la pression professionnelle exercée par l'homme et sur la manière dont celle-ci se répercutait dans la sphère familiale. Les détails étaient minutieux et parfois choquants. Soirées prolongées, frustrations projetées sur la famille et tensions qui s'accumulaient jusqu'à atteindre un point critique. Le procureur souligna que ces facteurs ne justifiaient pas les événements tragiques, mais qu'ils expliquaient comment un contexte apparemment ordinaire pouvait devenir le théâtre d'un drame. Les jurés écoutaient, conscients que la complexité des interactions humaines devait être prise en compte pour comprendre pleinement la situation. Vers la fin de l'audience, un élément inattendu fut introduit.
Une lettre écrite par Katarina elle-même, retrouvée par les enquêteurs dans ses effets personnels. La lettre révélait ses doutes, ses peurs et sa conscience des tensions croissantes au sein de la famille. L'avocat de la défense expliqua qu'il s'agissait d'un document privé destiné à exprimer des sentiments personnels et non une preuve d'intention criminelle. La procureure, cependant, interpréta certains passages comme des indices sur la connaissance implicite de la gravité de la situation et sur les choix faits pour tenter de gérer un environnement devenu incontrôlable. Lorsque l'audience se termina, Katarina fut escortée hors de la salle, ses enfants la suivant de près, silencieux et attentifs. La tension de la journée pesait lourdement sur chacun, et le trajet en voiture vers la cellule provisoire fut marqué par un silence presque religieux. Katarina réfléchissait à chaque détail exposé, consciente que la perception du public et celle des jurés se formaient à travers chaque témoignage, chaque preuve, chaque analyse minutieuse. La famille Castro, autrefois perçue comme ordinaire, était désormais l'incarnation vivante de la complexité humaine, de la fragilité des relations et de la manière dont les secrets et les tensions pouvaient exploser avec des conséquences tragiques. La nuit tombée, Katarina se retrouva seule avec ses pensées, passant en revue les images, les mots et les sons qui avaient été exposés ce jour-là. Elle savait que le chemin était encore long, que le procès continuerait à explorer des couches de plus en plus profondes de la vie familiale et de la psychologie humaine. Chaque détail, chaque nuance, chaque silence comptait désormais pour façonner le récit qui serait retenu par les jurés et, indirectement, par la société tout entière. La famille Castro n'était plus simplement un cas judiciaire, elle était devenue un symbole de ce que peuvent engendrer les tensions invisibles, les non-dits et les pressions accumulées au sein d'une cellule familiale. Alors que Katarina se préparait à affronter les jours suivants, elle savait que la suite du procès révélerait encore plus de secrets et mettrait à l'épreuve sa capacité à protéger ses enfants tout en défendant sa propre innocence. La confrontation avec la vérité, la perception publique et la justice serait implacable, mais elle devait tenir bon, car le destin de sa famille dépendait de chaque mot, de chaque geste, de chaque décision prise dans les salles d'audience et au-delà. Le 5e jour avait posé les bases d'une compréhension plus profonde de la dynamique familiale, et le suspense autour de l'affaire Castro ne faisait que s'intensifier, promettant de révéler des vérités encore plus troublantes dans les audiences à venir. Le 6e jour du procès s'ouvrit sous un ciel gris et bas, qui semblait peser sur toute la ville comme le reflet de l'angoisse accumulée dans la salle d'audience. L'atmosphère était électrique, chaque spectateur semblait retenir son souffle, conscient que l'affaire Katarina Castro était désormais au cœur de l'attention médiatique et publique. Les bancs du tribunal étaient bondés, et les caméras étaient braquées sur chaque geste, chaque regard, chaque mouvement des protagonistes. Katarina Castro entra dans le box, ses pas mesurés, son visage impassible, mais derrière ce masque, un sentiment de tension et d'appréhension la traversait. Ses enfants, assis derrière elle, tentaient de rester calmes, accrochés à l'idée que leur mère devait rester forte pour eux. Ce jour-là, le procès se concentra sur la période précédant directement le drame. Les procureurs avaient rassemblé un ensemble de preuves montrant l'évolution des tensions au sein de la famille, des signes progressifs de détresse et de conflit, souvent imperceptibles pour l'œil non averti. Le premier témoin fut un ami proche de Ricardo, qui décrivit les changements de comportement de l'homme dans les semaines qui avaient précédé l'incident. Il parla de sa nervosité croissante, de ses accès de colère inhabituels et de sa manière de s'isoler pour réfléchir, laissant Katarina gérer seule des situations domestiques de plus en plus tendues. L'avocat de la défense intervint pour rappeler que le stress au travail ou dans la vie personnelle pouvait modifier le comportement de n'importe qui et qu'il ne fallait pas interpréter ces faits comme un signe précurseur d'un acte criminel. Mais la procureure contre-argumenta avec rigueur, expliquant que ces changements comportementaux, cumulés aux tensions révélées par les témoins et les preuves, montraient un climat familial instable, où chaque action pouvait avoir des conséquences dramatiques. L'analyse psychologique de la dynamique familiale devenait ainsi un pilier central de l'accusation. Les enfants Castro, malgré leur jeune âge, étaient un point focal de l'audience. Un expert en psychologie infantile fut appelé pour décrire les effets de l'environnement familial sur eux. Il expliqua que les enfants vivaient dans un état de vigilance constante, anticipant les disputes et ajustant leur comportement pour éviter tout conflit.
Le tribunal entendit que cette tension constante pouvait influencer durablement leur développement émotionnel et social. Katharina écoutait ces analyses avec un mélange de culpabilité et de détermination. Elle savait qu'elle devait protéger ses enfants, mais elle comprenait aussi que la perception de son rôle dans cette situation était en train de se construire minutieusement devant les jurés. L'après-midi, la procureure passa à la présentation des communications électroniques échangées au sein de la famille et avec l'extérieur. Ces messages révélaient non seulement des inquiétudes, mais aussi des contradictions et des tensions larvées. Les échanges, parfois anodins, prenaient un poids particulier dans le contexte d'un environnement familial fragile. Chaque mot était analysé pour sa signification implicite, chaque silence pour son potentiel de menace ou de contrôle. L'avocat de la défense tenta de relativiser, expliquant que ces communications étaient normales dans une famille confrontée à des pressions multiples et complexes. Mais la procureure insista sur la cohérence du schéma observé. Une accumulation de tensions et de conflits, souvent silencieux, mais récurrents et significatifs. Le procès prit un tournant dramatique avec l'arrivée d'un témoin clé. Une voisine qui avait observé, sans le savoir, certains incidents majeurs. Son témoignage décrivit une soirée particulière où les tensions entre Ricardo et Katharina avaient atteint un sommet. Des éclats de voix, des gestes brusques, des pleurs des enfants. Chaque détail était narré avec précision et émotion. L'effet sur la salle fut immédiat. Le silence s'installa, ponctué par les murmures étouffés des journalistes et des spectateurs. Les jurés semblaient captivés, absorbés par le récit qui dévoilait la réalité émotionnelle et psychologique d'une famille autrefois perçue comme ordinaire. Puis vint l'examen minutieux de la maison Castro, pièce par pièce. Des photographies et des relevés d'objets furent présentés, révélant des indices de conflit, de tensions accumulées et de comportements inhabituels. Les experts expliquèrent comment certains objets déplacés ou endommagés pouvaient témoigner de gestes impulsifs ou de disputes récurrentes. Katharina sentit une boule dans sa gorge. Sa vie privée était exposée dans les moindres détails, et chaque geste, chaque décision semblait maintenant interprétée comme un indice potentiel de culpabilité ou de négligence. Le procureur insista également sur les interactions entre Katharina et Ricardo à travers les derniers mois. Les témoins décrivirent des moments où la communication semblait inexistante ou conflictuelle, des stratégies de contrôle ou de domination, et des tentatives de manipulation des enfants pour maintenir l'équilibre familial. Chaque élément renforçait la thèse que la famille vivait sous une tension constante et que ces dynamiques avaient probablement contribué au drame. L'accumulation de preuves matérielles et de témoignages humains rendait la situation de plus en plus complexe à interpréter pour les jurés. Un autre aspect crucial du procès ce jour-là fut l'analyse des comportements des enfants dans la maison. Le psychologue souligna leur capacité à anticiper les réactions des adultes et à adapter leur propre comportement pour éviter les conflits. Cette observation révéla la profondeur de l'impact psychologique du climat familial sur eux. Katharina écoutait, consciente de la réalité décrite. Ses enfants étaient en train de subir les conséquences de tensions qu'elle avait essayé, à sa manière, d'apaiser. La prise de conscience de ces effets renforçait sa détermination à se battre pour leur bien-être, tout en essayant de défendre sa propre innocence face aux interprétations parfois sévères du tribunal. Vers la fin de la journée, un dernier témoin fut appelé, un membre éloigné de la famille qui avait observé certaines interactions à distance. Son récit, empreint d'une objectivité apparente, confirma la cohérence des observations précédentes. Les tensions, les conflits, les malentendus accumulés, tout semblait converger vers un tableau précis d'une famille sous pression constante. L'avocat de la défense tenta encore une fois de relativiser, mais la force du témoignage, combinée aux preuves matérielles et aux analyses psychologiques, laissait peu de place au doute dans l'esprit des jurés. Lorsque le tribunal se vida, Katharina se retrouva avec ses enfants dans le silence pesant de la voiture de transport. Elle réfléchissait à chaque détail de la journée, aux témoignages, aux analyses et aux preuves présentées. Chaque élément semblait construire une image d'elle et de sa famille qui échappait à tout contrôle. Pourtant, malgré la fatigue et la tension, elle se sentait plus déterminée que jamais. Il fallait protéger ses enfants, maintenir leur équilibre et affronter avec courage chaque étape du procès. La nuit tomba sur la ville, enveloppant la famille Castro dans une atmosphère de réflexion et de préparation. Katharina savait que le procès ne faisait que commencer et que les jours suivants révéleraient des aspects encore plus intimes et dramatiques de leur vie. Chaque mot prononcé dans la salle, chaque regard échangé, chaque détail exposé
contribuait à créer un récit qui dépasserait largement la simple question de culpabilité ou d'innocence. La famille Castro était désormais sous le regard de tous, un miroir de la fragilité humaine et des tensions qui peuvent se développer derrière des portes fermées, invisibles aux yeux du monde extérieur. Le 7e jour du procès commença dans une atmosphère presque étouffante, comme si le tribunal lui-même retenait son souffle. La médiatisation intense de l'affaire avait transformé chaque jour d'audience en événement public, et l'attention des jurés semblait désormais peser sur chaque geste de Katharina et de sa famille. Les bancs étaient remplis, les caméras braquées sur le box, et l'air semblait vibrer de tensions invisibles. Katharina entra, ses yeux cherchant le calme dans un océan de regards curieux et juges. Ses enfants, silencieux, la suivaient à des yeux, conscients de l'importance de la journée à venir. Ce jour-là, l'accent fut mis sur la période critique qui avait précédé l'escalade du conflit familial. Le procureur commença par rappeler l'importance de la cohérence des preuves et des témoignages accumulés. Des analyses détaillées des communications électroniques, des notes personnelles et des messages privés révélèrent des tensions sous-jacentes persistantes. Chaque élément isolé pouvait sembler banal, mais mis ensemble, il dessinait un tableau inquiétant. Une famille aux relations fracturées, où le dialogue avait cédé la place au silence, à la méfiance et à l'anticipation constante des conflits. Le premier témoin fut un ami de longue date de Katharina, qui décrivit les changements de comportement progressifs qu'il avait observés. Selon lui, Katharina était de plus en plus préoccupée par les disputes avec Ricardo, essayant de maintenir un équilibre fragile et de protéger ses enfants. Il évoqua également des signes de tension physique et psychologique, comme des gestes nerveux, des silences prolongés ou des comportements de retrait. Le procureur souligna que ces observations, corroborées par d'autres témoignages, montraient une détérioration progressive mais constante du climat familial, rendant inévitable l'issue tragique qui avait conduit à leur comparution devant le tribunal. L'avocat de la défense tenta de relativiser ces observations, arguant que la fatigue, le stress quotidien et les conflits normaux dans un couple pouvaient expliquer ces comportements. Toutefois, le procureur insista sur la répétition et la systématicité des incidents, qui, cumulés, créaient un contexte de pression constante sur tous les membres de la famille, et en particulier sur les enfants. Les jurés semblaient attentifs, certains fronçant les sourcils, d'autres griffonnant des notes précises, conscients que chaque nuance pouvait influencer leur jugement. La matinée se poursuivit avec l'audition d'un voisin ayant assisté à plusieurs incidents à distance. Son témoignage fut empreint d'émotion et de précision. Il décrivit des cris étouffés, des disputes éclatant à l'improviste et des enfants visiblement anxieux. Chaque détail, même minime, servait à reconstruire une atmosphère de tension et de peur au sein de la maison Castro. L'effet sur la salle d'audience fut immédiat. Un silence pesant s'installa, seulement ponctué par le bruit discret des stylos sur les blocs-notes et le cliquetis des appareils de prise de notes. Au cours de l'après-midi, le procureur présenta des preuves matérielles supplémentaires, des photographies, des enregistrements et des relevés d'objets déplacés dans la maison. Ces éléments illustrèrent de manière concrète les tensions décrites dans les témoignages, montrant comment des gestes apparemment anodins avaient des implications psychologiques importantes. L'expert appelé à témoigner expliqua comment certains déplacements ou altérations d'objets reflétaient des comportements impulsifs ou conflictuels, ajoutant une dimension tangible aux observations psychologiques et aux témoignages. Un aspect particulièrement troublant fut la présentation des interactions entre Ricardo et Katharina dans les derniers mois avant le drame. Des témoins décrivirent des disputes récurrentes sur des sujets variés, la gestion de la maison, l'éducation des enfants, des frustrations liées au travail ou aux finances. Chaque conflit, même bref, était analysé dans son contexte, mettant en évidence un schéma de tension et d'escalade progressive. L'avocat de la défense tenta de présenter ces incidents comme des situations ordinaires dans une famille moderne, mais les preuves cumulatives rendaient la neutralisation de ces observations difficile. Les enfants devinrent à nouveau un point central de l'audience. Le psychologue spécialisé en traumatologie infantile expliqua comment les enfants, même s'ils semblaient calmes et disciplinés, vivaient dans un état d'alerte constant. Chaque geste des parents pouvait déclencher une réaction d'anxiété et chaque silence pouvait être interprété comme un signe de menace. Ces observations mirent en lumière l'impact profond et durable du climat familial sur le développement émotionnel et psychologique des enfants. Katharina, assise dans le box, ressentit un mélange de culpabilité et de détermination.
Elle savait qu'elle devait protéger ses enfants à tout prix, tout en naviguant dans l'épreuve du procès. Un autre moment clé de la journée fut la présentation d'un témoin qui avait travaillé avec Ricardo dans son environnement professionnel. Il décrivit le stress intense que Ricardo subissait au travail et la manière dont cette pression se répercutait à la maison. Les jurés purent percevoir que la dynamique familiale ne se limitait pas à des conflits domestiques isolés, mais qu'elle était influencée par un enchevêtrement complexe de facteurs extérieurs et intérieurs, contribuant à une atmosphère de tension chronique. Puis le procureur introduisit un élément inédit, un journal intime tenu par Katharina. Les passages lus à voix haute révélèrent ses inquiétudes, ses doutes et ses tentatives de gérer une situation devenue incontrôlable. L'avocat de la défense insista sur le caractère privé de ce document et sur la difficulté d'en tirer des conclusions sur sa culpabilité. Néanmoins, la procureure montra comment certains passages pouvaient être interprétés comme la prise de conscience progressive de l'ampleur des tensions et des risques, renforçant la perception d'une dynamique familiale complexe et fragile. La journée se termina par un témoignage poignant d'un ami proche de la famille, qui décrivit la manière dont Katharina tentait d'apaiser les conflits, de protéger ses enfants et de maintenir une façade de normalité malgré la tension croissante. Chaque mot renforçait l'idée que la famille vivait dans un état de stress permanent, où chaque action pouvait avoir des conséquences importantes. Les jurés semblaient absorbés, chacun tentant de comprendre non seulement les faits, mais également la dimension humaine de l'affaire. Lorsque l'audience prit fin, Katharina et ses enfants furent escortés hors de la salle. Le trajet vers la cellule provisoire fut silencieux, chacun absorbé par la journée intense et par la conscience que le procès n'en était encore qu'à mi-parcours. Katharina réfléchissait à chaque détail, à chaque témoignage, à chaque preuve, consciente que le récit de sa famille se construisait sous le regard de tous et que chaque mot prononcé dans le tribunal pouvait influencer la perception des jurés et du public. La nuit enveloppa la ville, mais Katharina resta éveillée, méditant sur la complexité de la situation. Elle comprenait que chaque jour de procès dévoilait des couches de plus en plus profondes de la vie familiale, et que la vérité n'était jamais simple. Chaque geste, chaque mot, chaque preuve contribuait à construire un récit complexe et nuancé. Et malgré la fatigue et l'angoisse, elle savait qu'elle devait rester forte pour ses enfants, préparer ses prochaines interventions et affronter l'inévitable confrontation avec la vérité et la perception publique. Le 7e jour avait renforcé l'idée que la famille Castro n'était plus seulement un sujet judiciaire, elle était devenue un symbole des tensions invisibles, des non-dits et des pressions accumulées dans un microcosme familial. Katharina savait que les jours à venir révéleraient encore plus de secrets et mettrait à l'épreuve sa capacité à naviguer dans ce labyrinthe émotionnel et judiciaire. Chaque mot prononcé, chaque regard échangé, chaque geste effectué dans la salle d'audience devenait crucial pour façonner l'histoire qui serait retenue et jugée. Le 8e jour du procès s'ouvrit dans un silence presque religieux. La salle d'audience était saturée de tension. Chaque présence semblait porter le poids des jours précédents. Katharina Castro entra dans le box, ses pas calmes mais mesurés, son visage d'une expression neutre, presque impassible, comme si elle devait contenir l'intensité de ses émotions pour ne pas céder à la fatigue et à l'angoisse accumulée. Ses enfants, derrière elle, tenaient fermement ses mains, semblant puiser dans cette connexion silencieuse une force qu'ils savaient nécessaire. Ce jour-là, l'accent fut mis sur l'examen approfondi de la maison et sur les preuves matérielles entourant les incidents antérieurs. Le procureur présenta un ensemble de documents détaillés, des relevés et des photographies de chaque pièce, indiquant l'état des lieux et les modifications inhabituelles observées au fil du temps. L'attention des jurés fut captivée par ces détails, des meubles déplacés, des objets manquants, des traces sur les murs et le sol, autant d'indices qui, mis bout à bout, dessinaient une atmosphère de tension persistante. Katharina, assise dans le box, sentit chaque image lui rappeler des souvenirs qu'elle aurait préféré effacer. Le premier témoin fut un voisin qui avait observé la maison Castro à distance. Son récit fut précis et empreint d'une certaine émotion. Il décrivit des cris étouffés, des disputes éclatant sans avertissement, et des enfants qui semblaient chercher un refuge invisible au sein de leur propre domicile. Chaque mot servait à reconstruire l'intensité de la pression que subissait la famille au quotidien. Le procureur souligna que ces observations extérieures, corroborées par d'autres témoignages, contribuaient à établir un schéma clair de tensions répétées, avec des effets psychologiques sur tous les membres de la famille. L'avocat de la défense intervint pour relativiser ces déclarations, affirmant que les voisins ne pouvaient percevoir que des fragments isolés
et qu'ils étaient susceptibles d'interpréter les événements de manière erronée. Mais le procureur insista, présentant une série de témoignages cohérents, démontrant que les événements rapportés n'étaient pas des anomalies isolées, mais des éléments constitutifs d'une dynamique familiale complexe et tendue. Les jurés, attentifs, semblaient peser chaque argument, conscients que la crédibilité des témoins extérieurs pouvait influencer leur perception des faits. La matinée continua avec l'audition d'un ancien professeur des enfants Castro, qui décrivit leur comportement à l'école. Les enfants apparaissaient comme des élèves attentifs et polis, mais avec des signes subtils d'anxiété et de vigilance constante. Le psychologue présent lors du témoignage expliqua que ces comportements étaient typiques d'enfants vivant dans un environnement familial, marqué par la tension et le stress. Chaque juré put ainsi percevoir l'impact durable de la dynamique familiale sur le développement émotionnel et social des enfants. Katharina écoutait avec une tension contenue, consciente que la présentation de ces faits renforçait la compréhension du tribunal de la complexité de leur vie quotidienne. L'après-midi fut marqué par la présentation de preuves électroniques, notamment des messages textes et des courriels échangés dans les semaines précédant l'incident. Ces communications révélaient des frustrations, des inquiétudes et parfois des tentatives de manipulation entre Ricardo et Katharina. Chaque élément fut minutieusement analysé par le procureur, qui montra comment ces échanges contribuaient à un climat de tension et de contrôle mutuel. L'avocat de la défense insista sur le contexte émotionnel et la normalité apparente de certains échanges, mais le tribunal fut invité à considérer la répétition et la nature cumulative des incidents. Un moment clé de la journée fut la lecture de passages du journal intime de Katharina, retrouvé lors de l'enquête. Les extraits, lus à voix haute, révélaient des doutes, des peurs et une profonde conscience des tensions croissantes. Le procureur montra que ce journal ne reflétait pas seulement des préoccupations personnelles, mais illustrait également une connaissance implicite de la gravité de la situation et des risques encourus par les enfants. Katharina ressentit un mélange de honte et de désespoir. Chaque mot, chaque pensée qu'elle avait consignée pour elle-même était maintenant exposée au regard du tribunal. Ensuite, un témoin inattendu fut appelé, un membre éloigné de la famille, qui avait observé certaines interactions entre Katharina et Ricardo sans en avoir conscience à l'époque de leur importance. Son témoignage révéla des épisodes de conflits non rapportés précédemment, des tensions subtiles mais significatives et des gestes de contrôle exercés sur les enfants. La procureure souligna que ces informations, bien que secondaires, s'inséraient parfaitement dans le tableau général de la famille, renforçant l'idée d'un climat de tension constante. Les enfants devinrent à nouveau un centre d'attention. L'expert en psychologie expliqua leur capacité à anticiper les réactions des adultes et à ajuster leur comportement pour éviter les conflits. Les jurés comprirent que ce comportement n'était pas naturel pour des enfants de leur âge, mais le résultat d'une adaptation constante à un environnement émotionnellement instable. Katharina sentit une profonde culpabilité et une détermination renouvelée. Protéger ses enfants et, simultanément, défendre son rôle de mère dans un contexte où chaque geste et chaque mot étaient scrutés. Vers la fin de l'après-midi, le tribunal examina des preuves vidéo supplémentaires, montrant des interactions familiales antérieures au drame. Chaque scène, bien que banale en apparence, fut décortiquée pour mettre en évidence les tensions, les non-dits et les comportements de manipulation ou de contrôle. Le procureur expliqua comment ces images, lorsqu'elles étaient replacées dans le contexte global, révélaient un schéma récurrent de conflits et de stress psychologique au sein de la famille. L'avocat de la défense chercha à minimiser l'impact de ces vidéos, mais la cohérence avec les autres éléments présentés rendait son argumentation fragile. Lorsque l'audience se termina, Katharina et ses enfants furent escortés hors de la salle, chacun absorbé par les émotions et la fatigue accumulée. Le trajet vers la cellule provisoire se fit dans un silence lourd, ponctué uniquement par les pensées et les inquiétudes silencieuses de Katharina. Elle savait que le procès touchait à sa phase critique, que chaque détail exposé influençait la perception du tribunal et du public, et que les derniers jours seraient déterminants pour l'issue de l'affaire. La nuit, alors qu'elle se trouvait seule dans sa cellule, Katharina méditait sur la fragilité des relations humaines, sur la complexité des dynamiques familiales, et sur la manière dont les tensions accumulées pouvaient mener à des conséquences tragiques. Elle savait que l'ultime journée du procès dévoilerait encore plus de vérité, que le verdict approchait et que chaque mot, chaque geste, chaque silence aurait son importance pour déterminer l'avenir de sa famille. Le 8e jour avait approfondi la compréhension de la complexité des interactions familiales,
révélant les couches cachées de peur, de contrôle et d'amour qui avaient façonné le drame des Castro. Katharina, malgré l'épuisement et l'angoisse, se prépara mentalement pour la dernière phase. Elle devait rester forte pour ses enfants, défendre sa propre perception des événements et affronter la vérité qui se dessinerait devant le tribunal. Chaque élément de preuve, chaque témoignage, chaque analyse psychologique contribuait à façonner l'histoire de la famille Castro et à déterminer le verdict final. Le 8e jour avait montré que l'affaire n'était pas seulement judiciaire, mais aussi profondément humaine. Une exploration des tensions invisibles, des non-dits et des choix difficiles que chaque membre de la famille avait dû affronter. Le 9e jour du procès débuta avec une intensité presque palpable. La salle d'audience était remplie au maximum de sa capacité. Journalistes, curieux et experts se tenaient prêts, conscients que cette journée pourrait marquer un tournant dans la perception de la famille Castro. Katharina entra dans le box avec une démarche calme mais déterminée, ses yeux fixés sur le banc du tribunal, consciente que chaque geste, chaque regard, chaque respiration serait observé et interprété. Ses enfants, derrière elle, étaient silencieux mais attentifs, cherchant dans la présence de leur mère un appui qui semblait fragile mais essentiel. Ce jour-là, le tribunal décida d'examiner de manière détaillée les relations intrafamiliales et les dynamiques psychologiques entre Katharina, Ricardo et les enfants. Le procureur ouvrit la séance en soulignant que comprendre ces interactions était crucial pour saisir la complexité des événements ayant conduit à l'affaire. Il présenta une série de documents, de photos et de transcriptions d'enregistrements audio, retraçant les échanges, les disputes et les moments de tension accumulés au fil des semaines et des mois précédant le drame. Chaque élément, même minime, contribuait à la construction d'une chronologie précise et à l'analyse du climat émotionnel de la maison Castro. Le premier témoin fut un ami proche de Katharina, qui avait souvent échangé avec elle pendant les périodes de tension. Il décrivit la fatigue et l'angoisse croissante de la mère, sa lutte constante pour maintenir un équilibre fragile et protéger ses enfants. Selon lui, Katharina exprimait régulièrement sa peur que les tensions avec Ricardo ne dégénèrent, tout en tentant de garder une apparence normale devant l'extérieur. Les jurés, attentifs, notaient chaque détail, cherchant à comprendre non seulement les faits, mais aussi l'état émotionnel de chacun. L'avocat de la défense intervint pour rappeler que de telles préoccupations étaient normales dans une famille confrontée à des conflits et qu'elles ne pouvaient être interprétées comme des preuves d'intention criminelle. Cependant, le procureur répondit avec précision, indiquant que la répétition et la systématicité des signes de stress et de conflit, cumulés avec d'autres preuves, montraient un schéma durable de tension qui ne pouvait être ignoré. La cohérence des témoignages et des preuves créait une image de plus en plus claire d'une atmosphère familiale chargée et complexe. L'après-midi fut marqué par l'audition d'un psychologue spécialisé dans les dynamiques familiales et les traumatismes infantiles. Il expliqua comment les enfants, bien que silencieux et obéissants, manifestaient des signes subtils d'anxiété et de vigilance constante. Chaque geste des adultes pouvait déclencher une réaction d'alerte, et chaque silence pouvait être interprété comme une menace. Les jurés comprirent que ces comportements n'étaient pas des anomalies, mais le résultat d'un environnement familial instable. Katharina, écoutant ces analyses, ressentit une pointe de culpabilité, mais aussi une détermination renouvelée à défendre sa famille et à protéger ses enfants. Puis vint l'examen des communications électroniques et des notes personnelles échangées entre Katharina et Ricardo. Les messages révélaient des tensions croissantes, des tentatives de contrôle, des frustrations et parfois des moments de désespoir. Chaque mot fut scruté pour son implication psychologique et émotionnelle. Le procureur montra comment ces échanges, cumulés avec les observations des témoins et les preuves matérielles, peignaient le portrait d'une famille prise dans un cycle de stress et de conflits continus. L'avocat de la défense insista pour relativiser, soulignant que la communication conflictuelle était fréquente dans les couples, mais la convergence des preuves rendait difficile toute minimisation. Un moment marquant de la journée fut la lecture d'extraits du journal intime de Katharina, qui révélait sa conscience croissante des tensions dans la famille et son sentiment d'impuissance. Les passages montraient ses efforts pour protéger ses enfants et maintenir la paix, malgré la pression constante et les frustrations accumulées. La procureure souligna que ces écrits, bien qu'intimes, démontraient une compréhension lucide de la gravité de la situation et une tentative désespérée de gérer une situation incontrôlable. Ensuite, un témoin inattendu fut appelé. Un membre éloigné de la famille qui avait été témoin de certains épisodes de tension.
Il décrivit des interactions où la communication semblait brisée, où les non-dits et les frustrations accumulées donnaient lieu à des éclats ponctuels. Son témoignage renforça l'idée que la tension n'était pas isolée, mais récurrente, affectant chaque membre de la famille et créant un climat de stress permanent. L'avocat de la défense tenta encore une fois de relativiser, mais la cohérence avec les autres témoignages rendait son argumentation difficile à soutenir. Les enfants furent à nouveau au centre de l'attention. L'expert expliqua comment leur comportement adaptatif, anticiper les conflits, ajuster leurs réactions, rester en retrait, témoignait de la pression psychologique intense à laquelle ils étaient soumis. Katharina, assise dans le box, sentit un mélange de culpabilité et de détermination. Protéger ses enfants était devenu sa priorité absolue, et chaque détail du procès servait à éclairer la réalité de leur vécu. La journée se poursuivit avec l'examen d'enregistrements vidéo et audio capturés dans la maison. Chaque interaction, chaque geste, chaque parole fut minutieusement analysée pour révéler les tensions et les dynamiques implicites. Ces preuves tangibles, combinées aux témoignages des proches et aux analyses psychologiques, permettaient au tribunal de reconstituer avec précision la vie quotidienne de la famille Castro avant le drame. L'avocat de la défense chercha à minimiser l'impact de ces éléments, mais la cohérence et la répétition des preuves rendaient la tâche difficile. Vers la fin de l'audience, la procureure fit appel à l'humanité des jurés. Elle leur rappela que derrière chaque preuve, chaque témoignage, il y avait des vies réelles, des émotions réelles, et une famille confrontée à des choix difficiles dans un environnement oppressant. Elle souligna que comprendre la complexité de la dynamique familiale était essentiel pour juger correctement l'affaire, et que chaque décision du tribunal devait tenir compte de cette réalité psychologique profonde. Lorsque le procès se termina pour la journée, Katharina et ses enfants furent escortés hors de la salle. Le trajet vers la cellule provisoire se fit dans un silence lourd, ponctué par les pensées silencieuses de chacun. Katharina réfléchissait à chaque détail de la journée, aux témoignages, aux preuves et aux analyses psychologiques. Elle savait que la fin de cette première moitié du procès marquait un tournant dans la manière dont sa famille était perçue et jugée. Chaque mot prononcé, chaque geste observé, chaque preuve examinée contribuait à construire une histoire complexe et profondément humaine. La nuit, dans la solitude de sa cellule, Katharina méditait sur la fragilité des relations familiales et la complexité des tensions accumulées. Elle comprenait que chaque geste, chaque mot et chaque silence dans le tribunal avait une portée bien plus grande que la simple exposition des faits. L'affaire Castro n'était plus simplement un procès judiciaire. Elle représentait la fragile humanité, les non-dits, les tensions invisibles et les choix difficiles auxquels une famille pouvait être confrontée. Alors que la première moitié du procès touchait à sa fin, Katharina sentit un mélange d'épuisement, de peur et de détermination. Les jours à venir seraient cruciaux pour la suite de l'histoire, et elle devait se préparer à affronter encore davantage de révélations, de témoignages et de confrontations. Le destin de sa famille, la perception du tribunal et la compréhension de la complexité de leur vie quotidienne dépendaient désormais de chaque geste et de chaque mot à venir. La première moitié de l'affaire s'achevait, laissant planer une tension insoutenable et promettant que la suite révélerait encore plus de secrets et de vérités enfouies. Katharina savait que malgré les épreuves, elle devait rester forte, protéger ses enfants et affronter la vérité, quel qu'en soit le prix. Les jurés, le public et l'avenir de sa famille étaient désormais inextricablement liés à cette chronologie d'événements, de preuves et d'émotions qui constituaient le cœur de l'affaire. Le 9e jour avait montré que la famille Castro n'était plus seulement un sujet de procès, mais un symbole vivant des tensions invisibles et des choix impossibles auxquels les êtres humains peuvent être confrontés dans l'intimité de leur foyer.